on their feet right now trying to make the turn. Ils sont tous dans le bus pour aller jusqu'à l'ovale de Talladega. Regardez tous les pilotes de la NASCAR Winston Cup pour vous souhaiter la bienvenue sur AB Moteur pour cette 8e course de la saison 2003. Talladega, le plus grand ovale de la saison. Philippe Chereau et Patangeli avec le favori de la course qui vous fait un petit coucou, Dale Earnhardt Jr. Salut Philippe. Bonjour Pat, bonjour à tous. En effet, ils étaient tous dans le bus et on n'a pas fait attention où ils se positionnaient, si les plus rapides étaient devant ou si les plus lents étaient derrière. Oh là là, c'est la grosse voix du Grand Marshal du jour pour annoncer le début de la course. Jim Kelly, fameux quarterback de la NFL, une légende, hein, un bras énorme, c'est lui qui lançait les ballons à 70 mètres. Et tout de suite, retrouvons le poleman du jour, 7e pole position en carrière pour Jeremy Mayfield, sa 3e ici à Talladega et la première depuis 2000, depuis Rockingham. Et regardez, eh bien, seuls 2 pilotes ont réussi 2 pole positions cette saison, à savoir Bobby Labonte et Ryan Newman. Et on souhaite la bienvenue dans le clan des poleman à Jeremy Mayfield. Voici la grille, première ligne avec Jeremy Mayfield et Kevin Harvick de retour. Voilà, et puis vous allez voir que derrière, ça se bouscule au portillon. Jeff Gordon, Elliott Sadler, puis Elliott, Robbie Gordon. Une ligne un petit peu résumée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, la place n'a pas beaucoup d'importance, Philippe, ici. C'est une course de restrictor plates. Alors on va vous traduire ça par des moteurs bridés. Parce que ici, si on laissait toute la puissance à ces monstres, on atteindrait des vitesses faramineuses. Donc on est passé de quasiment 800 chevaux de puissance à la moitié, 400 chevaux. Et donc c'est des grosses courses en paquet. Tout est question ici de draft, de positionnement. Il faut se mettre derrière 2 ou 3 voitures pour pouvoir profiter de leur aspiration, et c'est pour ça que les places sur la grille ne sont pas très importantes. Voilà, 46 pilotes engagés aujourd'hui. Brett Bodine, Larry Foyt et David Green n'ont pas réussi à se qualifier. David Green parce que tout simplement il n'a pas passé l'inspection. En effet, des problèmes de poids, non pas lui mais sa voiture, n'a pas passé le test. Ce qui ne sera pas le cas de tous les pilotes. Oui, oui, et on ne parle pas de Jimmy Spencer bien sûr. Pourtant Jimmy Spencer, même s'il a des problèmes de poids, et bien depuis le début de la saison, il est très rapide. Regardez ceux qui étaient qualifiés dans de bonnes places mais qui sont relégués à l'arrière du paquet parce qu'ils ont changé de moteur, ce qui est interdit. Donc ils sont relégués en queue de peloton, dont Bobby Labonte et Dale Earnhardt Jr. C'est très important. Dale Earnhardt Jr. on va en parler beaucoup parce que c'est le dernier vainqueur en date et même le double dernier vainqueur en date. 500 miles, 188 tours, 5 millions de dollars de prix, donc à peu près la même chose en euros, et on s'arrêtera environ tous les 35 ou 40 tours. Voilà, tout à fait. Alors on va bien préciser une chose, évidemment on a le droit de changer de moteur entre les qualifications et la course, mais le règlement dit qu'on doit, pour bénéficier de sa place de qualification, avoir le même moteur et pour les qualifs et pour la course. Et dans le cas, comme ça a été le cas aujourd'hui pour entre autres Bobby Labonte, si l'on change le moteur, on part du fond de grille. Allez, c'est parti pour Talladega. Le Aron 499, pourquoi pas le Aron 500, puisque c'est 500 miles, parce qu'il manque quelques centaines de mètres. Donc c'est officiellement le Aron 499, 33 degrés d'inclinaison. Regardez cette piste très inclinée, ce n'est pas le record de la NASCAR, le record c'est Bristol, 36 degrés. Mais ici c'est un véritable mur sur lequel s'appuient ces voitures. On va les voir souvent 2, 3, 4 de front. Et on en a pour 500 miles. C'est parti pour Jeremy Mayfield en pole position. Et attention, ici c'est toujours la question sur les super speedway, que ce soit Daytona ou Talladega, Philippe, il faut faire attention au fameux Big One, parce que s'il y a un crash devant, eh bien tout le monde suit derrière et après ça fait domino, hein. Tout le monde craint ça, c'est l'accident géant qui peut impliquer 15 ou 20 voitures. On parlera bien sûr de la tactique et des stratégies des différentes écuries, mais on sait déjà qu'il faut bien sûr ici courir en paquet et qu'il ne faut surtout pas se retrouver tout seul sur la piste, car bien sûr on ne pourrait pas bénéficier du célèbre draft ou de l'aspiration, c'est comme vous voulez. Juste quelques petites précisions sur les pilotes qui ont dû utiliser des provisionnels, c'est-à-dire des places réservées au point des propriétaires parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des bons temps. Il s'agit entre autres de Ricky Rudd, de Dave Blaney, Jeff Burton pour les plus connus. On peut signaler aussi la bonne qualification de Jack Sprague, sa première bonne qualification de la saison, puisque le rookie s'est qualifié 20e. Puisque l'on parle des anciens champions de la Truck Series Pat, parlons un petit peu de Greg Biffle qui a très bien fini lors de la dernière course puisqu'il était dans le top 5. Il est aujourd'hui qualifié en 33e position. C'était l'avant-dernière course où il était dans le top 5 pour la Rush Racing. Enfin, le dernier qualifié au temps est Mike Wallace. Alors attention,
Dale Earnhardt Jr. a été pointé en dernière position, 43e. Je le dis parce qu'il a changé de moteur, mais Dale Earnhardt Jr. c'est l'homme dont on parle beaucoup ici. Pourquoi? Parce qu'il a gagné cette course l'année dernière, il l'a aussi gagné l'année d'avant, et avant lui c'était son père qui gagnait ici. C'est fait que les Earnhardt ont une tradition familiale, et en plus Dale Earnhardt a une équipe très très forte, on ne sait pas pourquoi, mais cette équipe de la DEI, la Dale Earnhardt Incorporated, avec ses 3 voitures, la 8 de Dale Earnhardt Jr., la 15 de Michael Waltrip et la numéro 1 de Steve Park à moindre titre, eh bien, sont très très fortes sur les super speedway comme celui de Talladega aujourd'hui. À suivre donc Dale Earnhardt Jr., d'autant plus qu'il a gagné la course de la veille en Busch Series, ce qui le met encore plus en position de favori aujourd'hui, même s'il est en ce moment dernier. On va surveiller sa remontée parce qu'elle va arriver inéluctablement. On a vu rapidement la voiture 09 de Mike Wallace au milieu du peloton. Mike Wallace qui, je vous le disais, est parti en 36e position parce qu'il avait effectué le plus mauvais temps des qualifications en temps, hein, à savoir 52 secondes 366, le temps de référence donc du 36e. On va vous donner à titre indicatif. Regardez l'accident dont vous parlez tout à l'heure, le Big One. Regardez en caméra embarquée, attention les chocs terribles. Il y a beaucoup de Johnny voitures, Benson ici. Il y a beaucoup de voitures et c'est pas fini, regardez. Incroyable. Oh, le Big One, voilà, le Big One dès le 4e tour. C'est ce dont on parle, ce que l'on redoute et quelque part ce que les spectateurs espèrent quelque part, même s'ils espèrent aussi qu'il n'y ait aucun blessé bien sûr, mais c'est toujours du spectacle, mais c'est incroyablement dangereux. Le Big One, c'est ce que les pilotes n'aiment pas sur ces super speedway de Daytona et de Talladega, c'est que ces courses en paquet vous obligent à être très près les uns des autres, et effectivement il y a du grabuge. Dale Earnhardt Jr. a été touché, mais il s'en tire pas mal. Là j'ai l'impression que c'est Ryan Newman, hein, qui est esselé. Là on retrouve évidemment Kazemirs. Ryan Newman, il faut signaler que c'est le vainqueur de la semaine dernière, donc oui. c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors on va voir ce qui s'est passé avec cette image. Nous sommes dans le virage qui part à la faute. Oh là là, c'est j'ai l'impression Mark Martin et Ryan Newman qui se percutent dans un premier temps. Évidemment incroyable. Derrière, tout le monde est obligé d'arriver comme il le peut. Ouh là là. Et heureusement qu'on a vu Ryan Newman debout en train de marcher parce qu'on pourrait se faire du souci sur sa santé. Oh, Bobby Labontier dans ce crash. Boum, voilà. Enfin, Bobby Labonti repartira, là on le voit en bas de l'écran. On va revenir sur l'autre angle. Oh là là, Ryan Newman qui était déjà l'homme que vous avez vu tout à l'heure dans les meilleures images de la saison, avec un crash incroyable. Il y a Max Skinner, la numéro 4 là, qui est au milieu. Ouais, un crash incroyable qu'il avait subi à Daytona. Et bien finalement les super speedway ne sont pas tendres pour ce numéro 12 de la Penske Racing, Ryan Newman, qui vient pour la 2e fois sur un super speedway et qui subit pour la 2e fois un crash incroyable. Le voici, on est embarqué avec lui d'ailleurs. Oh, les pneus qui volent, boum. Je crois que c'est avec Rusty Wallace, c'est son coéquipier. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, après, c'est Greg Biffle aussi qui est venu percuter. Alors, regardez Dale Earnhardt Jr. qui échappe, tout comme Tony Stewart d'ailleurs, à ce crash. On va revoir ça depuis la voiture de Dale Earnhardt Jr. On écoute. Où qu'on est. Le fluide des différentes voitures, voilà. Et on échappe comme on peut à la correctionnelle, on va dans la pelouse, on va là où il y a de la place. Voilà, alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que la vue que l'on a, c'est la vue de la caméra embarquée. Évidemment, le pilote, lorsqu'il reçoit du fluide sur son pare-brise, a une vue quand même beaucoup plus claire. Voilà, je me demande comment Ryan Newman peut être sorti de sa voiture seul et marcher à peu près normalement, vu le choc latéral qu'il a subi. Pour la Penske d'ailleurs, c'est une catastrophe parce qu'il y a Rusty Wallace aussi qui est impliqué, le numéro 2. Voilà, et là il y a un embouteillage. Effectivement, on va voir qui va être obligé d'abandonner. Mais il y a, je crois, 27 voitures impliquées selon ce qu'on vient de nous dire dans la NASCAR. 27 voitures, ce serait le record à Talladega. 27 sur 43, c'est énorme. C'est énorme, mais il faut bien le dire, là, nous sommes dans l'écurie DEI de Dale Earnhardt Jr. On va essayer de réparer, regardez, il a quand même un petit peu des stigmates de contact à l'avant droit. Là, on est en train d'évacuer la voiture. Oh là là, il y a Elliott Sadler, il y a Ryan Newman, il y a Johnny Benson, il y a Johnny Benson là, qu'on évacue. Et on est en train donc de réparer du côté de Dale Earnhardt Jr. à l'avant gauche. Et je pense qu'il y a un drapeau rouge, hein. Je pense qu'on a sorti le drapeau rouge pour arrêter la course. Un drapeau jaune me semble un petit peu limite, puisque sous drapeau jaune, alors, on neutralise, mais on roule toujours sous le drapeau rouge, on immobilise tout le monde. Regardez, on a pris les mesures pour savoir quelle coupe on devait effectuer. Regardez, sur cette plaque qui va en fait servir
de réparation provisoire, mais peut-être suffisante pour Dale Earnhardt Jr. Là, on est dans l'écurie de la Roche Racing avec Matt Kenseth, le meneur du classement général. Et on va essayer d'avoir quelques informations d'ici quelques instants. On va tenez, on va vous rappeler le classement général. Tony Stewart, lui aussi, est dans les stands. Kenseth est en tête pour 155 points d'avance sur Kurt Busch. Dale Earnhardt Jr. est 3e actuellement. Voilà pour les premiers. Voici les voitures impliquées dans ce crash. Ouais, mais il n'y a pas que celle-là, je crois qu'il y en a encore d'autres. On peut faire la liste. Il y en a qui sont plus ou moins touchés, il y en a qui ne vont pas repartir, évidemment, alors qu'on n'a fait que 4 malheureux retours sur les 188 prévus. Vous voyez, la liste continue. Elle est quasiment sans fin et rares sont ceux qui ont pu y échapper. Et comme d'habitude, Philippe, ce sont ceux qui étaient devant qui ont pu échapper au crash. Comme quoi, il faut toujours être devant pour éviter le pire. Si on est en plein dans le trafic, on est pris de toute façon. Oui, là, nous sommes avec Jamie McMurray. Il nous déclare quoi? Il nous déclare: je ne pensais pas que ce serait si grave. J'ai vu la 12, donc celle de Newman, perdre le contrôle. Mais je ne sais pas exactement pourquoi, si on l'a percuté ou pas. Il a traversé la piste juste quand j'étais en train de freiner. La voiture qui me suivait m'est rentrée dedans et ça a déclenché une réaction en chaîne. Mais le choc n'a pas été si important que cela. Ryan Newman maintenant. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mon pneu a éclaté. J'ai perdu le contrôle et je me suis fait rentrer dedans. C'était fini. Et vous le sentez bien? Oui, ça pourrait aller mieux. Ouais, il est un peu frustré, il garde sa rage à l'intérieur, Ryan Newman, mais c'est parti de lui finalement. Il a subi une crevaison. Voilà, tout à fait. Et c'est lui qui est parti le premier en travers, ça a déclenché tout le reste. Bon, eh bien, vous voyez des semaines qui sont bonnes pour Ryan Newman et des semaines qui sont noires. Et c'est vrai qu'il a quand même, depuis le début de la saison, testé le chaud et le froid. Entre son accident où il a eu très chaud et où il nous a fait une peur froide pratiquement lorsqu'on a vu les images et lorsqu'on les revoit d'ailleurs régulièrement. Et puis encore aujourd'hui, donc, où il est en fait à l'origine de ce Big One. Regardez tous les Big One qui sont arrivés avec 27 voitures aujourd'hui, c'est le record. Oui. Et voici Kazemirs. Kazé, vous allez reprendre? Oui, j'ai confiance. Les gars bossent à fond pour cela. J'espère que le moteur n'est pas touché parce que cela compliquerait les choses. Mais mon pneu a éclaté et je n'ai malheureusement rien pu faire pour éviter l'accident. Je suis déçu pour toute mon équipe. On se donne beaucoup de mal tout au long de la saison. Mais les résultats ne sont pas encore là et ce n'est pas aujourd'hui que l'on va gagner. Est-ce que vous avez vu le début de l'accident? Est-ce que vous auriez pu l'éviter? Ah non. Les voitures roulent très serrées sur ce circuit et au moindre problème, on se fait sortir de la course. La piste est trop étroite pour se mettre à l'abri. Tout le monde vous tombe dessus, vous rentrez dans la voiture qui vous précède. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai freiné pour essayer d'éviter la voiture devant moi, mais Rusty Wallace m'est rentré dedans. Et puis j'ai percuté l'arrière de Jamie McMurray. Il n'y avait rien à faire. Jimmy Spencer, comment se passent les réparations, Jimmy? Ça roule ma poule. Ma bagnole, c'est du solide. Sérieusement, c'était un gros accident. Le pneu de Ryan a éclaté, il est parti en travers de la course et personne n'a pu l'éviter. Mais je remercie le Seigneur que personne n'a été blessé, c'est déjà beaucoup. Mongo a vu l'accident venir, mais il a dit attention, on prend l'extérieur, c'est mon spotter. Mais je ne l'ai pas écouté, j'ai pris l'intérieur. Mais de toute façon, je n'aurais pas pu l'éviter. Pour l'instant, Mongo est furieux, mais j'espère que je ferai mieux la semaine prochaine à Martinsville. Oui, c'est son spotter qui est tout en haut du circuit, le fameux Mongo, et qui lui a dit prends l'extérieur. Et il l'a pas écouté, il a pris l'intérieur. C'est pour ça que l'autre il est furieux parce qu'il dit fallait aller en haut de la piste, il y avait la place pour passer. Le rôle du spotter, on vous le dit, est toujours très déterminant. Et sur les petits circuits et sur les circuits où on va vite. Sur les circuits petits parce qu'il faut avoir les yeux de partout et que le pilote est bien content d'avoir donc ce troisième œil très haut perché qui peut l'avertir des différents problèmes ou des différentes attaques. Et puis lorsqu'il y a justement ce type de crash comme aujourd'hui ici à Talladega, eh bien on peut avertir, mais bon là il faut réagir très vite. Oui, déjà que le rôle de spotter est ingrat, mais alors là, c'est vrai que si on ne l'écoute pas, il va se sentir tout seul et bien essolé, le pauvre. Le restart au 14e tour avec Kevin Harvick, Michael Waltrip et Jimmy Johnson. Waltrip qui a réussi à passer entre les gouttes. C'est bien encore une voiture de la DEI qui s'en sort bien à Talladega, mais bon, la course va être longue et regardez ce peloton de voitures pattes qui est bien maigre par rapport à celui présent tout à l'heure dès le début de la course. Juste une petite précision, il faut bien dire que qu'on soit fan ou qu'on soit spectateur ici à Talladega, ce que tout le monde attend, c'est évidemment un crash. Alors c'est une situation un petit peu hypocrite parce que tout le monde dénonce les mesures prises par la NASCAR avec ces plaques de restriction, ce qu'on appelle les restrictor plates. Cela bride les moteurs de manière à ce que les voitures puissent, entre guillemets, conduire en paquet. Mais on a vu ce que cela rendait lorsqu'il y avait un problème. Alors, c'est un peu hypocrite, certes, mais c'est vrai que tout le monde attend cela. Ouais, et il y en a qui ne sont pas repartis. Donc, parmi les voitures qui ne sont pas reparties, il y a Hermie Sadler, il y a Ricky Rudd, Johnny Benson, Kazemirs, Ryan Newman, évidemment.
Et voilà, pour l'instant, ce sont les 5 qui ont déclaré officiellement forfait seulement. Mais il y a 27 voitures qui ont été impliquées, on le rappelle. On va parler rapidement, regardez cette voiture numéro 45 qui arbore toujours bien sûr les couleurs américaines. La voiture de la Petty Enterprise. Celle de Kyle Petty. Il y avait déjà eu un Big One la veille en Busch Series. 22 voitures avaient été impliquées et ici c'est 27. Décidément c'est un week-end turbulent pour Talladega. Ça ne va pas réconcilier les pilotes qui sont méfiants vis-à-vis de ces courses de Super Speedway. Ça ne va pas les remettre en confiance. Et là on n'est plus que sur une file. Sur le coup, attention, il y a des voitures qui sont à gauche de la piste et celles-là elles sont mal en point. Parce qu'elles n'ont personne avec qui courir. Là voici Rusty Wallace, tiens. Est-ce que vous avez regardé le pneu de votre coéquipier Ryan Newman, Rusty? Oui, j'ai regardé, ça s'est passé à l'entrée du virage 1, mais il a commencé à perdre le contrôle en sortant du 4. Son pneu a éclaté après avoir roulé sur un débris sur la piste et en partant en tête à queue, il a entraîné tous ceux qui le suivaient. Ça n'a rien à voir avec le circuit de Talladega. C'est juste un accident de course classique. Tout est parti du pneu. Vous allez reprendre la course? Oui, on répare comme on le peut. Il y a une grande course au garage pour savoir qui va réussir à revenir sur la piste et gagner quelques points. On doit être à peu près 20 pour l'instant. Voilà, on va aller voir Ken Schrader maintenant, le doyen des pilotes. Puisqu'on parle de pneus, je crois que vous avez des pneus que vous n'utiliserez plus aujourd'hui, je crois. Oui, on a beaucoup de pièces que l'on n'utilisera plus. C'est dommage, on pensait être passé entre les gouttes, mais quand on part de l'arrière, on a plus de chances d'être pris dans un accident. On a fait ce qu'on a pu et au moins personne n'est blessé. Voilà, on va aller voir maintenant Tony Horry, le chef d'écurie de Dale Earnhardt Jr. Il a fait 7 arrêts au stand. Comment se porte la voiture? Maintenant, ça devrait aller. On a renforcé le nez en fibre de verre avec des pièces métalliques. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on voulait s'assurer que tout soit parfait, que rien ne gêne le passage des roues. Sur ce circuit, l'aérodynamique a une grande importance. On espère qu'il arrivera à prendre la tête d'elle. Et une fois devant, il sera difficile à arrêter. Voilà en fait la bonne tactique pour Dale Earnhardt Jr. avec lequel nous sommes embarqués. Là, il vient de dépasser Biffle et Stewart. Ouais, 7 arrêts au stand, Philippe, c'est incroyable. Mais il faut savoir que, comme c'était sous drapeau jaune, il a pu s'arrêter 7 fois sans perdre un tour. Oui, c'est bien, parce qu'en fait, il y avait 9 tours sous régime du drapeau jaune. On n'a pas sorti le rouge pour cet accident exceptionnel. Et donc, Dale Earnhardt Jr., on l'a vu lors de l'un de ses premiers arrêts, où on a calculé donc la hauteur et la largeur du panneau à remplacer sur l'avant gauche. Et au fur et à mesure des tours, eh bien, on l'essayait, il repartait, on le positionnait, il repartait, on mettait un petit bout de scotch, il repartait, bref, afin de ne pas perdre de tours évidemment, et c'est la raison pour laquelle là, il est dans le tour des leaders. Oui, à chaque fois qu'il s'arrêtait, on faisait une petite modification en fait, parce que sinon, évidemment, s'il restait une fois, mais très longtemps, eh bien, vous pensez bien qu'il aurait perdu 1 ou 2 tours, ça aurait été beaucoup plus préjudiciable, donc on a décidé de faire 7 petits arrêts au stand. C'est bien vu tactiquement de la part de la DEI. C'est d'autant plus facile ici à Talladega que le circuit quand même est très très long. Oui, c'est le plus grand de la NASCAR, oui. 4 km 280. Donc à Martinsville ou à Bristol, c'est pas possible de faire ça. Surtout que lorsqu'on est sous régime de drapeau jaune, le temps que le pace car fasse une évolution complète, on a largement le temps quand même de réparer au moins une bonne quinzaine, vingtaine de secondes. Alors ça fait drôle de voir un peloton pour l'instant réduit, parce que entre ceux qui ont abandonné, qui sont 5 ou 6, et ceux qui sont en train de réparer, ça fait pas mal de voitures en moins sur l'ovale. Alors, quelque chose d'incroyable, c'est Ryan Newman donc, qui a été crashé en premier. Et le pneu qu'on a vu s'envoler, vous savez, oui. tout à l'heure dans le ralenti, le pneu qui a été expulsé, qui a été catapulté, a été 300 mètres plus loin et a atterri sur une voiture garée sur le parking de l'Oval. C'est absolument incroyable. Alors il va falloir contacter le propriétaire de la voiture parce qu'il a pris un pneu d'une voiture NASCAR Winston Cup sur la carrosserie de sa voiture. Je crois que c'est quelqu'un, c'était sur le parking en fait des gens qui travaillent sur la course, pas spectateurs. Enfin quand même, ça reste impressionnant, mais c'est pas la première fois que cela se produit, en tout cas dans l'ère moderne, parce que au début, dans l'historique de la NASCAR, bon nombre d'accidents ont eu lieu et on a même vu des voitures qui étaient sur la piste se retrouver dans les parkings au milieu des voitures suite à un accident où ils passaient à travers les barrières. Au tout début, les barrières elles étaient en paille, elles étaient en bois, vous voyez, c'était vraiment le minimum. Allez, on revient avec la course et Greg Biffle qui actuellement est en 7e position. On parlait de lui avec une qualification un peu moyenne aujourd'hui. Jack Sprague avait fait mieux que lui pendant les qualifs et c'est la première fois que Jack Sprague se qualifiait bien. D'abord n'était pas en place provisionnelle et en plus de ça était dans le top 20.
Et peut-être que ça l'a énervé Greg Biffle. Et donc du coup, là, regardez, là, il profite maintenant donc de ses bonnes évolutions, même si sa voiture a quelques problèmes d'aérodynamisme, on va dire, latéral. Mais apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Il vaut mieux être un petit peu froissé sur les côtés qu'être heurté à l'avant ou à l'arrière. Bien sûr, pour et l'appui au sol et surtout pour la pénétration dans l'air. Deux abandons viennent de s'ajouter aux autres. C'est ceux de Jimmy Spencer, qu'on a pourtant vu en interview, qui était plutôt optimiste. Il ne repartira pas. Et également Rusty Wallace. Rusty Wallace qui continue donc à ne pas gagner. Ça fait maintenant 2 ans. Parce que la dernière victoire qu'il a enregistrée, c'était en avril 2001. Et 2 ans et 70 courses. Voilà, pour Rusty Wallace, 100 victoires. Ça commence à faire. Et en plus, il n'a pas de chance. C'est vraiment là ce qu'on appelle être au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous voici avec Jeff Gordon. Voilà, vous sentez qu'on est à fond, quasiment sur l'accélérateur. Là, on joue, vous voyez, Jeff Gordon qui est presque à fond, mais qui joue quand même avec les voitures qui sont devant lui. Oui, essayer de ne pas rattraper. Il est à 185 miles à l'heure, donc environ 300 à l'heure. Oui, il bénéficie là, de l'aspiration de la voiture qui est devant lui. Un petit peu la double aspiration dans les virages, mais sur la ligne droite, regardez, il est simplement bien en ligne. Sur la gauche, on peut voir que Steve Park est toujours là. Encore une voiture de la D8. Les 3 voitures de la D8 s'en sont bien sorties dans cette histoire. Et ils vont marquer aussi que les freins ne servent à rien ici. À rien du tout. Sauf en cas d'accident. Mais sinon, on ne touche pas les freins quasiment. Là, il les a effleurés parce qu'il y avait la voiture devant. Et donc il commençait à la rattraper. Regardez, là on se ferait un chemin, on essaye de passer à l'intérieur de Kenny Wallace. Ouais, il suit la voiture devant lui, Jeff Gordon, il a beaucoup d'expérience, il faut lui faire confiance. Il sait exactement comment piloter ici, puisqu'il avait gagné d'ailleurs il y a quelques temps. Il a gagné en 2000, mais c'était la course d'automne. Ça fait de la place sur l'ovale, en tout cas. Un énorme ovale comme ça, amputé de 10 ou 15 voitures. On a vu rapidement que Johnson regardait dans son rétroviseur pour voir arriver son coéquipier Jeff Gordon, et coéquipier et propriétaire Jeff Gordon. Un petit peu d'aide, ça fait du bien, car comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut conduire en paquet ici, donc autant conduire avec un membre de son écurie, évidemment. Ouais, ce qui met en rogne des pilotes comme Elliott Sadler, qui sont les seules voitures de leurs écuries respectives. Enfin, pas Elliott Sadler, je veux dire Ricky Craven. Ricky Craven, par exemple, est un pilote qui a déjà gagné cette année à Darlington et qui est tout seul. Donc, lui, il peste. Il dit, bah oui, mais les autres, ils sont entre eux. Ils s'entraident jusqu'à la Rush Racing. Ils sont 5 voitures dans la même écurie et moi, je suis tout seul. Donc, sur des courses comme Talladega, on ne part pas à chance égale. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des écuries à plusieurs voitures. Vous l'avez cité à l'instant, Rush Racing, qui est la plus nombreuse, avec 5 voitures présentes, dont le leader du classement général actuellement, Matt Kenseth. Évidemment, celle que l'on va surveiller aujourd'hui, c'est la D8 avec Earnhardt, Steve Park et Michael Waltrip. Et il est vrai que lorsque l'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que sur les 7 dernières courses courues sur des circuits à restrictor plates, à savoir Daytona et Talladega, les 7 courses ont été gagnées par la DEI. Et oui, il y a encore incroyable. Une voiture DEI devant, la 15 de Michael Waltrip. C'est vrai que Steve Park est un petit peu en retrait. Des 3 voitures, c'est lui qui est le moins performant, c'est la jaune numéro 1. Mais alors, la 8 de Dale Earnhardt et la 15 de Michael Waltrip sont extrêmement dangereuses sur ce type de circuit. C'est pas pour rien si l'année dernière, ils ont fait 1er et 2e. Et d'où l'importance de ce que l'on appelle la place sur la piste. On se rappelle de cette importance lors du dernier Daytona, puisque la course avait été arrêtée à cause de la pluie. Et lorsque on a arrêté la course, on ne savait pas qu'elle ne reprendrait pas, bien sûr. Mais qui était en tête à ce moment-là? C'était Michael Waltrip. Donc sur ces circuits rapides, il faut toujours se positionner à l'avant. Pourquoi? Pour éviter les problèmes. Et puis on ne sait jamais, en cas de course interrompue, mais on ne va pas le souhaiter aujourd'hui, eh bien on récupère la victoire. Alors certes, il y a à la fois la victoire due à la simple course lorsque celle-ci est finie. On vous l'a dit, cela fait 7 fois que l'on gagne dans cette écurie. Mais aussi, il faut toujours se positionner à l'avant. Et c'est encore ce que fait Michael Waltrip aujourd'hui. Et regardez Dale Earnhardt Jr., il est tout à fait à l'extérieur. Il y a 2 files de voitures. Et à l'extérieur, il y a 2 voitures qui se baladent toutes seules. Donc Dale Earnhardt, le voici, il vient de passer. Les 2 voitures rouges. Et ça prouve que Dale Earnhardt Jr., encore une fois, a une voiture extrêmement compétitive. La voici. Oui. Parce que pour se permettre d'être tout seul comme ça sur la piste en haut et de ne pas suivre
rattrape les autres. C'est pas pour rien si on retrouve le 8 de Dale Earnhardt Jr. et le 19 de Jeremy Mayfield, qui est une voiture aussi qui marche bien ici. Pourquoi? Parce qu'il était en pôle tout à l'heure. Sur les deux derniers tours, Pat, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait en fait deux files de voitures, mais chaque file était menée par une des voitures de la DEI, et la troisième file, donc un petit peu beaucoup moins fournie, était celle donc de Dale Earnhardt Jr. C'est incroyable, en fait tout le monde se cale sur ces voitures car on sait qu'elles sont bien réglées. Il doit y avoir évidemment on va dire des secrets dans cette écurie, alors que l'on suit là le leader Steve Park. Il doit y avoir des secrets, mais il faut rappeler aussi que Dale Earnhardt Jr. bénéficie de l'expérience de son défunt père Dale Earnhardt, qui était aussi un grand spécialiste de ce circuit de Talladega. Et Steve Park mène pour la première fois de sa carrière. Il m'a fait mentir, Steve Park, j'ai dit que c'était le moins bon des trois. Eh bien, il m'a dit tiens, je vais te montrer si je suis moins bon que les autres. Et ça prouve qu'il nous écoute. Voilà, et Steve Park donc est en tête, débordé ici par la file extérieure, pas spécialement par un pilote, mais on voit Jimmy Johnson et Jeff Gordon qui très intelligemment, puisqu'ils sont coéquipiers, roulent ensemble. C'est un petit peu comme un peloton cycliste finalement. Le voici, Jeff Gordon, il est deuxième, Jimmy Johnson, son coéquipier, est devant lui. Alors on peut se demander, Pat, quelle incidence sur la course aura ce Big One de tout à l'heure, dès le 4e tour. Est-ce que les pilotes vont un petit peu être plus prudents? Est-ce qu'ils vont lever le pied? Ou est-ce que dans ce cas-là, ils se disent, puisqu'on est moins nombreux, on a plus de place et c'est moins dangereux? Ça, c'est la question. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure des tours. Pour l'instant, nous sommes embarqués donc avec Jeff Gordon. Et pour lui, il ne se pose pas de questions. Il est à fond. Et vous voyez là ce que l'on vient de voir, on a l'impression de suivre une course de cycliste, bien sûr, pas la même vitesse. Lorsque le premier coureur en fait ouvre, et bien au bout d'un moment il lâche, il s'écarte et puis quelqu'un prend sa place. C'est un petit peu ce que vient de faire Jeff Gordon. Voilà, il a ouvert la route, il était rapide. Maintenant, hop, il décroche et puis Oui, il y a des véritables il relais. reprend le train. Il y a des relais et sur les 188 tours, on peut dire il y a 150, 140 tours qui sont faits pour se placer. Et c'est des courses à élimination. On a déjà vu un gros crash. Il y en aura peut-être d'autres tout à l'heure. Et ceux qui survivent dans les 30 ou 40 derniers tours font la course, la véritable course. Et là, c'est chacun pour soi. Et encore, on a vu qu'il y avait des courses d'équipe qui allaient jusqu'au bout, puisque la DEI a fait 1 et 2 l'année dernière. Ils se sont entraidés. Ici, on voit John Andretti, le pilote de la Petty Enterprise. John Andretti assez discret depuis le début de l'année. On ne peut pas dire qu'il ait fait des étincelles. Greg Biffle est dans les stands. Voilà. Nous sommes sous drapeau jaune. Ah oui, tiens, le deuxième drapeau jaune. Il a réagi très vite. Enfin, Ouais. Tous ceux qui sont dans les stands là ont réagi très vite. Dès que le drapeau jaune a été agité, on est rentré car il y a évidemment beaucoup de choses à faire et à accomplir sur des voitures aussi cabossées. Greg Biffle, doublement titré il y a 2 ans en Truck Series et il y a 1 an en Busch Series. Il monte les marches une à une, mais pour l'instant c'est plutôt mal barré pour aujourd'hui en ce qui concerne Greg Biffle à Talladega. Vous le voyez comme moi. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre du liquide de refroidissement là, notre ami Greg Biffle. Greg Biffle qui court cette année pour le titre de meilleur débutant de l'année. C'est Jimmy Johnson qui mène pour l'instant la course. Nous sommes sous drapeau jaune toujours et c'est lui qui mène les ravitaillements au stand pour les leaders. Derrière lui, on retrouve Kevin Harvick et Matt Kenseth. Attention à Kevin Harvick, le numéro 29. La RCR, la Richard Childress Racing, était très bien placé sur la grille de départ. 2e temps pour Harvick, 6e temps pour Robbie Gordon. Et n'oublions pas que Richard Childress est le propriétaire le plus capé ici, puisqu'avec évidemment Dale Earnhardt, qui à l'époque ne courait pas pour la Dale Earnhardt Incorporated, pour ceux qui croient que c'était comme ça, pas du tout. Il avait fondé son entreprise pour permettre à son fils de courir, mais lui il était resté fidèle à son propriétaire de toujours, Richard Childress. Richard Childress qui a maintenant cette voiture numéro 29 que vous voyez à gauche au milieu de l'écran et qui est parmi les favoris aussi aujourd'hui, parce que ce propriétaire connaît ce circuit comme sa poche. Oui, belle association de Dale Earnhardt Jr. et de Richard Childress. On va revoir l'arrêt de Matt Kenseth. C'est toujours intéressant de voir comment réagit cette équipe qu'on sait très rapide. Et regardez, là il s'est un peu loupé Matt Kenseth. C'est assez rare pour être signalé. Très, très rare. Il n'était pas dans les marques. Il n'a pas le droit de dépasser, on vous le rappelle. Chaque voiture a une place définie
géographiquement dans la ligne des stands, mais aussi à une longueur à respecter. Et lorsque l'on s'arrête, on doit s'arrêter à l'intérieur donc des lignes démarquées jaunes au sol. Jimmy Johnson en train de discuter avec son équipe et son coéquipier et propriétaire, parce que Jeff Gordon est non seulement un grand champion, mais en plus il est copropriétaire de cette voiture numéro 48. Ça aide. Et Jimmy Johnson qui donc est en tête. Oui, il est, repart en tête. il est cinquième au classement général, pas Jimmy Johnson. Il est cinquième et il a gagné une place grâce à son dernier résultat donc au Texas. À 205 points de retard du leader, Jimmy Johnson va embarquer tout ce petit monde pour le restart. Ouais, nous sommes au 41e tour, 40e. Mais il est tellement régulier, Jimmy Johnson, que ça fait peur à la limite, parce que c'est sa deuxième année de compétition seulement, et il n'a jamais quitté le top 10 depuis belle lurette. Sur le top 10 du général, hein, je parle. Hein. Et regardez la course en équipe de la DEI. Steve Park et Dale Earnhardt Jr., ils sont tout seuls. Oui, bah, ils reviennent en fait, il faut revenir toujours accompagné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de course. On trouve rarement des voitures toutes seules. Et donc comme celles-là, elles sont très rapides, elles vont revenir rapidement. Et je pense que d'ici 2 ou 3 tours, elles vont revenir dans le trafic. Mais d'ailleurs, il va être intéressant de voir combien de temps il va falloir à ces deux-là pour revenir sur le peloton. Ça va être intéressant. Ils ont pris un peu plus de temps dans les stands pour réparer. Et c'est peut-être aussi une bonne tactique, puisque on sait de toute façon que ces voitures sont efficaces sur ce circuit. Donc elles se sont autorisées plus de temps pour réparer et donc beaucoup plus efficaces aérodynamiquement parlant. C'est dur à dire. Hein. Allez, 3 de front avec notre ami Ricky Craven, le 32. Bill Elliott à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de place. Et ici. Mike Wallace, 5-09, qu'on a vu à l'instant. Mike Wallace actuellement donc en 12e position. Ouais, qui vient souvent sur les restrictor plates sur les super speedway, puisque c'est sa deuxième course de la saison et la première c'était à Daytona. Si on parlait justement des écuries multiples en matière de voitures, sachez qu'il y a beaucoup de frangins qui sont sur la piste, enfin en tout cas qui étaient au départ sur la piste. Et il y a évidemment les célébrissimes frères Labonti qui ont cette particularité d'avoir été tous les deux sacrés champions de la NASCAR Wilson Cup. Hein. Ce sont les seuls actuellement donc en activité. Et il y en a d'autres qui sont présents. Il y a les frères Wallace et ils sont là tous les trois. Il y a Mike, il y a Rusty et il y a Kenny. Et puis il y avait les Bodine aussi qui étaient engagés avec Brett et puis Todd. Todd lui a réussi à se qualifier. Brett lui ne l'a pas pu. Toujours en tête Jimmy Johnson, que voici. Il est devant Kenny Wallace avec lequel on est embarqué. Jimmy Johnson qui disait si on peut séparer les voitures de la DEI, c'est jouable pour la victoire. Si elles sont ensemble, c'est mort. Ouais. Jeff Gordon aussi, il disait un truc tout à l'heure, il disait j'ai faim, mais ça c'était juste avant le repas de la course. Ouais, puis il dit pas toujours des choses intelligentes. Jimmy Johnson numéro 48. Ici en tête, il faut savoir que Johnson adore ce circuit. Il a réussi les 2 pole positions de l'année dernière. Avec la voiture de Robbie Gordon. Il y a aussi les frères Burton, Jeff Burton et Ward Burton qui sont là. Il y a les frères Karamazov, mais ils sont sur une autre catégorie. Ils sont dans les tribunes avec Miss Winston. A noter que Tony Stewart s'en tire bien. Il est là, le champion en titre, le numéro 20. Et Jimmy Johnson, ça fait un petit bout de temps qu'il est en tête. Alors vous le disiez tout à l'heure, Pat, il est très régulier, Jimmy Johnson. C'est impressionnant. Il en est à son 4e top 10 depuis le début de la saison. Et sa meilleure place, en fait, c'était au Texas la semaine dernière. C'est une place qui l'a fait remonter donc dans le top 5 au général. Et là, on suit là Jerry Nadeau qui est revenu. Jerry Nadeau qui a réussi pour la première fois un bon résultat la semaine dernière. 4e. Alors qu'avant c'était une catastrophe ce début de saison pour lui. Il est peut-être sur la pente ascendante. Là il l'est en tout cas, 33 degrés. Oui, puis il aimerait bien surtout se montrer actuellement parce qu'il fait partie d'une grosse campagne de publicité à cause des événements internationaux. Il bénéficie donc de cette focalisation sur sa voiture, puisqu'il est sponsorisé par l'armée américaine. Donc vous comprendrez ce que je veux dire.
Dale Jarrett, lui, actuellement 20e. Et regardez, il n'y a pas beaucoup d'écart entre lui et le leader Jimmy Johnson. Il en est à son 32e départ ici. Il a une bonne flopée de top 10 et puis une victoire déjà à Talladega. Il est 20e, il y a 1 seconde 7 d'écart. Donc ça vous dit un petit peu comment tout le monde est serré aujourd'hui. Regardez, tout le monde se resserre. Si on compte toutes les voitures, il y en a peut-être un peu plus d'une vingtaine, pas plus. Les autres réparent ou ont abandonné avec ce crash énorme du 4e tour. Et on voit que les voitures qui sont en tête sont pratiquement intactes. Hein. Ah, ce crash fera partie des images fortes de la saison, hein, comme on vous en a montré tout à l'heure. Là, ce sera vraiment dans les best-of de fin d'année. Regardez, Jimmy Johnson, pour une fois, va peut-être perdre la tête de la course, puisque le poleman revient à ses basses, le numéro 19 de Jeremy Mayfield. La DUI n'est jamais très loin. Le numéro 15 de Michael Waltrip est 2e. Et on aura aujourd'hui, Philippe, une pensée aussi pour des pilotes qui nous ont quittés. C'était l'anniversaire de la mort d'Alan Kulwicki il y a quelques jours, Oui. champion en 92. Et puis de Davey Allison. Ça fait 10 ans qu'il s'est crashé en hélicoptère, qu'il a trouvé la mort ici, à Talladega. On essaiera quand même cette année sur AB Moteur de vous présenter les grands pilotes. Alan Kulwicki, bien sûr, fait partie de ces grands noms. Des pilotes très charismatiques, sans oublier d'autres grands noms, hein, de pilotes et propriétaires comme Junior Johnson par exemple, et puis les frères Allison évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, Pat, hein, c'est vrai sur tous ces pilotes. Hein. C'est vrai, ce sont des grands noms de la NASCAR. Et ici, Ricky Craven est 3e, derrière Jeremy Mayfield et Jeff Gordon. Jeremy Mayfield qui a réussi sa première pole en 2 ans. Donc ça lui a mis le moral à bloc. Oui. Et ça se voit puisqu'il est en tête. On a vu rapidement un Ray Evernham, son propriétaire. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de Davey Allison. On a évoqué donc l'anniversaire de son décès. On peut aussi rappeler que Davey Allison était connu avec ce numéro 28. Numéro 28 qui ne fait plus partie donc de la liste des numéros engagés cette saison. Et on parlait à l'instant justement du numéro 28 de Davey Allison. Il a été remplacé par le numéro 42 de la Dodge, sponsorisé toujours par Avoline, de Jamie McMurray. Et ce numéro 28 ici a quand même de très belles statistiques, puisque Allison avait gagné près de 19 victoires avec ses couleurs et ses numéros. Regardez, la comparaison avec une course cycliste peut continuer puisqu'il y a une jonction qui va s'effectuer. Il y a des cassures et quand il y a des cassures, c'est dur de revenir. Regardez, il y a un autre groupe de voitures derrière, dont certaines ont plusieurs tours de retard d'ailleurs. Et il faut se servir absolument du couloir fait par le draft. Quand il y a une voiture, c'est bien. Quand il y en a 3 devant, c'est mieux. Parce que ça vous abrite complètement et vous êtes même plus rapide que celle qui vous précède. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et tout est question de stratégie. Et effectivement, les pilotes qui arrivent ici sans expérience gagnent très rarement. Ou même ne partent pas. Hein. Ça a été le cas par exemple de David Green et Larry Foyt aujourd'hui qui n'ont pas pu partir parce qu'ils avaient fait des mauvais temps et puis ils n'avaient pas suffisamment de points au niveau des points propriétaires pour pouvoir donc bénéficier d'une place provisionnelle. C'est vrai que Larry Foyt par exemple a bénéficié depuis le début de la saison de beaucoup de places provisionnelles. Donc actuellement au classement des propriétaires, ils sont trop loin et ne peuvent plus utiliser les points qu'ils avaient en stock, en tout cas les départs qu'ils avaient en stock. On en donne 4 à chaque début de saison pour chaque propriétaire et on les renouvelle tous les 8 courses si les voitures finissent la course. Donc 8 fois où vous finissez la course, vous avez le droit à une place provisionnelle en plus. C'est très compliqué ces histoires de places provisionnelles. Hein. On essaye d'en parler de plus en plus d'une manière claire, mais à chaque fois, quand même, il faut bien dire, il faut être très concentré là-dessus. Hein. Ouais, il faut être aware. Oui, comme Jean-Claude. Alors Jeff Gordon est en tête, ce qui fait qu'il y a des spectateurs qui se lèvent et qui le saluent avec leur casquette, et puis il y en a d'autres qui le sifflent. Ça c'est comme d'habitude, hein, avec Jeff Gordon. C'est 50-50. En tout cas, il ne laisse pas indifférent.
Tiens, si vous êtes sympa lors d'une prochaine présentation, bon, et vous êtes sympa, donc on vous le fera écouter. On vous montrera une image impressionnante de l'accueil que reçoit Jeff Gordon lorsqu'il est présenté. C'est impressionnant parce qu'il est sifflé et applaudi à la fois. Eh oui, comme on dit, elle ne laisse pas indifférent. Voici Richard Petty, une légende de la NASCAR. L'homme qui a peut-être le plus gagné depuis la création de la NASCAR. 200 courses, c'est le record toute catégorie dans le sport automobile. 200 courses pour Richard Petty. De King, c'est pas pour rien si on l'a surnommé ainsi. Et la DEI, toujours. Cette fois-ci, Dale Earnhardt Jr. a pris les devants par rapport à son coéquipier Steve Park. Et ils sont toujours tous les deux, tranquilles. « 160 000 spectateurs aujourd'hui. 160 000 spectateurs, ça laisse baba. Et drapeau jaune. Troisième drapeau jaune de la journée. Alors peut-être que Kurt Busch est impliqué dans ce drapeau jaune. C'est lui qu'on voit en gros plan. Le deuxième du classement général. L'homme en forme de ce début de saison avec Matt Kenseth. Alors attention parce que là on voit beaucoup de drapeaux jaunes depuis tout à l'heure et il n'y a pas de contact, il n'y a pas de crash. Simplement c'est parce qu'il y a des débris sur la piste, des débris qui sont posés ou en tout cas qui sont lâchés par les voitures déjà bien amochées par rapport au Big One de tout à l'heure. Et d'ailleurs il faut rappeler que si le pneu tout à l'heure de Ray Newman a éclaté, c'est parce que justement sur la piste il y avait des débris et cela a occasionné cette explosion. Donc maintenant les commissaires de course sont très prudents et au moindre débris visible sur la piste on agite le drapeau jaune et on va nettoyer rapidement. C'est plus prudent et ils ont bien raison de le faire. Voici les trois premiers qui s'arrêtent, Mayfield, Johnson et Waltrip. Et Jimmy Johnson qui va reprendre la tête pour la bonne et simple raison qu'il n'a pris que 2 pneus. Contrairement à Jeremy Mayfield qui lui en a pris 4, il a pris plus de temps. 17 secondes 8, c'est quand même un arrêt assez lent. En général, pour changer 4 pneus, on prend 15 secondes, 16, mais 17-8, c'est un peu lent. Kurt Busch. Alors Kurt Busch, il a eu 15 jours compliqués, mais alors à part ça, il a survolé les débats pour l'instant. Les 15 jours compliqués, c'était entre Las Vegas, chez lui, et Atlanta. Sinon il a fait que des places canons. Il a gagné une fois, hein, c'était à Bristol. Il a fini 3 fois deuxième, une fois 9e. Et sinon il y a eu 2 courses où il est passé complètement à travers. Sinon il serait en tête avec un paquet de points d'avance. Mais déjà ce début de saison de Kurt Busch est à l'image de sa fin de saison 2002, c'est-à-dire tout bonnement impressionnante. Oui, il a été victime comme ses partenaires de la Roush Racing du moteur Ford de la Roush Racing qui a connu des problèmes. Ouais, qui semble régler d'ailleurs. Ça y est. En fait, tantôt on nous a dit que c'était des problèmes d'huile qui causaient des problèmes de piston. Spider-Man. Et là d'ailleurs, nous sommes justement dans l'écurie Roush Racing avec l'un des mécanos de Matt Kenseth. Oui, c'est Jean-Paul. Et après, on nous a dit que c'était des problèmes de mélange de carburant, puisque chaque écurie peut effectuer son propre mélange. Allez, maintenant, on va augmenter le son. Attention, voici le bruit des moteurs sur AB Moteur. Avec Dale Earnhardt Jr. on était embarqué et voici avec son coéquipier Michael Waltrip qui est un petit peu plus aux avant-postes. Il est même deuxième derrière le 48 de Jimmy Johnson qui a repris son bien. Il était en tête un petit bout de temps tout à l'heure. Il est revenu en tête. Donc à surveiller aussi cette voiture de chez Hendrick Motorsport. Jimmy Johnson qui aime les Dave Matthews Band qui est un groupe de pop rock.
Et qui aime le football et le hockey. Oui, tiens, mais qui ne l'a pas le hockey actuellement. Chadnos, son chef mécano, on lui demande quelle est la stratégie pour la suite, puisque Jimmy Johnson est en tête. Pour l'instant, vu la tournure que ça prend, on peut voir que les pilotes les plus entreprenants peuvent tenter des manœuvres par l'extérieur. Une fois qu'on est en tête, on a beaucoup plus de résistance aérodynamique, évidemment, alors que les poursuivants en subissent moins l'effet. Donc on va essayer de rester sur notre trajectoire, en bas de la piste, et tout faire pour contenir les assauts des autres. On maîtrise bien les paramètres de la consommation, donc on envisage la suite sans s'affoler, nous a dit Chadnos. Bon, ça se passe bien pour lui, apparemment, et avec Jimmy Johnson. Les courses se suivent et se ressemblent, puisque ce début de saison est tout à fait satisfaisant pour cette voiture 48. Contrairement à Ward Burton, qui lui a des petits problèmes cette année, puisque sa meilleure place, il l'a faite la semaine dernière, c'était une 12e place. Sinon, c'était plutôt dans les 20 ou 30e. Rappelons que Ward Burton est bon, si on vous le montre dans notre réalisation américaine, c'est un ancien vainqueur du Daytona 500. Aucune pole position pour Pontiac, le seul des 4 constructeurs à n'avoir pas réussi de pole cette année. Alors évidemment, ceux qui ont des Pontiac, qui sont les pilotes minoritaires, demandent un ajustement aérodynamique comme le font les officiels de la NASCAR chaque année. Quand il y a une écurie qui gagne jamais, eh bien on leur donne un petit peu plus de spoiler ou un petit peu moins de prise d'air, etc. Ou le contraire, mais il y en a un qui n'est pas du tout d'accord. C'est Ricky Rod qui dit en NFL par exemple, au foot, si une équipe bat toutes les autres par 20 points d'écart, on ne va pas les obliger à donner leurs 2 meilleurs joueurs. Donc pourquoi si par exemple Ford ou Chevrolet gagnent toutes les courses cette année, on les obligerait à avoir moins de largeur d'aileron, etc. Non, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ils ont mieux travaillé que les autres, donc il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas que la NASCAR intervienne pour changer les voitures. Et c'est vrai que vu comme ça se comprend. Oui, puis il y a beaucoup de choses à dire, puisque sur les circuits de Daytona et de Talladega, la NASCAR a toujours voulu mettre en place des règlements afin d'éviter qu'il y ait une voiture ou une écurie au-dessus des autres. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas de restrictor plates, on peut imaginer que certaines écuries seraient peut-être à plus de 1 tour, 2 tours des autres. Et on pourrait citer assez rapidement la DEI, entre autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est par exemple avec ces fameux réservoirs plus petits. Hein. On est avec ça déjà aujourd'hui. Alors il y a les restrictor plates, les réservoirs plus petits. On parle encore de faire d'autres arrangements en matière d'aérodynamisme, avec par exemple les ailerons qui risquent d'être reformatés, avec le poids qui risque d'être changé. Donc vous voyez, on n'arrête pas d'essayer de trouver des solutions pour rendre cette course plus spectaculaire sur cette piste qui reste quand même très dangereuse à cause donc de tous ces éléments. Et nous voici avec le champion en titre, Tony Stewart, qui a une difficulté, c'est d'être à l'air libre, comme on dit. Tiens, on va aller faire un tour dans les stands, me semble-t-il, oui, avec Jimmy Fenning, le chef mécano de Kurt Busch. Jimmy, que pouvez-vous faire pour arranger le problème de surchauffe dans la 97 ? Toutes les solutions envisageables vont nous pénaliser du point de vue aérodynamique, mais il faut finir la course, donc on va faire ce qu'on peut sur le prochain arrêt. Et maintenant, on va aller voir Tony Horry, car Dale Earnhardt Jr. aurait des problèmes. On a l'impression que Dale n'avance plus, Tony. Alors je ne sais pas, on pensait que ça irait mieux à la fin de la neutralisation. Quoi que l'on fasse, la situation ne s'améliore pas. La voiture est plutôt en bon état, comme l'année. On roule un peu plus vite que le leader, mais nos performances aérodynamiques ne sont pas bonnes. Tout ce qu'on peut espérer, c'est une nouvelle neutralisation. Oui, en attendant ce nouveau drapeau jaune, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu de vitesse, quoiqu'ici c'est très, très relatif puisqu'il est plus rapide que le leader. Donc c'est peut-être qu'un petit passage à vide pour Dale Earnhardt Jr. qui est seul au monde. Et voyez, ce que je vous disais juste avant, les nouvelles idées de la NASCAR pour un petit peu encore trouver des solutions pour ces 2 rendez-vous de Daytona et de Talladega. Bon, on a déjà mis des plaques de restriction pour brider les moteurs.
On a décidé de mettre des réservoirs plus petits pour obliger les voitures à ravitailler encore plus pendant les courses. Et là, tous les problèmes que rencontrent justement les voitures qui ont des problèmes sur les derniers tours sont des problèmes aérodynamiques. Et c'est justement avec l'aérodynamique que la NASCAR veut mettre en place des nouvelles règles. Alors, on va voir comment justement vont réagir les chefs mécanos aujourd'hui aux problèmes. Ils ont déjà réagi entre la course de Daytona et celle d'aujourd'hui, car toutes les voitures, toutes les écuries qui n'ont pas réalisé de bonnes performances lors du premier rendez-vous de Daytona de la saison 2003 sont toutes passées donc en chambre aérodynamique, donc dans ces fameux tunnels, et ils ont tous testé des améliorations au niveau de la carrosserie. Toutes, sans aucune exception, toutes les voitures qui n'ont pas eu de bons résultats à Daytona. Conversation radio entre la DEI et Michael Waltrip. Alors c'est Matt Kenseth qui est en tête. Je ne sais pas si vous avez aperçu, si vous lisez l'anglais, mais il y a une stat assez impressionnante sur Matt Kenseth. C'est pas la seule. C'est pour ce jeune homme qui vraiment, pour ma part, m'impressionne semaine après semaine. La voiture jaune numéro 17 de Matt Kenseth. Matt Kenseth qui a mené chaque course qu'il a disputée ici. C'est son 7e départ. Et il a mené toutes les courses, même s'il ne les a pas toutes gagnées, évidemment. C'est déjà une stat formidable. Ce qui prouve la régularité de cet homme qui est en tête donc devant Ward Burton, Sterling Marlin, Kenny Wallace. La DEI pour l'instant est rentré un peu dans le rang. Jimmy Johnson s'est calé à la 6e place. Et Michael Waltrip, le voici, avec justement on parlait de la DEI, le voici. Alors ici à Talladega, il faut avoir des copains sur la piste, bien sûr. Ouh, attention, problème pour Michael Waltrip. Michael Waltrip qui dans le virage numéro 3 est parti à la faute, il a été un petit peu poussé et il est parti tout seul. Ouh là là, il y a moins de voitures donc il y a forcément moins de dégâts, mais quand même certaines n'ont pas pu éviter. Et ben voici une voiture DEI hors course, Philippe, en tout cas pour la victoire et peut-être même à l'abandon. Michael Waltrip, ça va changer toutes les données de cette course. Dale Earnhardt Jr., alors qu'on sort le drapeau jaune, Dale Earnhardt Jr. n'est pas au mieux. Michael Waltrip va sûrement laisser tomber ses espoirs de victoire. Les deux hommes avaient fini premier et deuxième l'année dernière. Voilà qui ouvre des perspectives pour les autres. Oui, alors je disais au moment où en fait Waltrip a connu un problème, qu'ici il fallait se faire des copains sur la piste et pas seulement ceux de son écurie. Il fallait avoir d'autres copains car il ne faut pas faire un petit peu l'imbécile ici. Hein. On a besoin de tout le monde, hein, on vous l'a expliqué. Et cela est très important, surtout si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière au Texas, où il ne faut pas se mettre à dos d'autres pilotes, parce qu'on aurait peut-être éventuellement besoin d'eux aujourd'hui en fonction des conditions de course. Waltrip est toujours là, regardez, il arrive rapidement donc dans son stand. On va revoir ce qui s'est passé. On était dans le virage 3. Hein. Virage 3, Gordon est à l'intérieur. Il a touché Mike Wallace, le numéro 09. Oui. Il suffit de peu de choses, hein, très peu de choses. Oh là 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 là, il y en a un qui l'évite de justesse, c'est Robbie Gordon, je crois. Oui, et puis Jeremy Mayfield a quand même été touché dans cette histoire. Le poleman. Bill Elliott passe en bas, on le voit rapidement. Vous allez voir que l'inclinaison fait son rôle. Quand la voiture est presque arrêtée, elle redescend. Les 33 degrés font leur œuvre et Calpetti passe dans la pousse pour éviter le crash. On va revoir ça depuis la voiture de Michael Waltrip. Chebam, boum, plop, whiz. Ça fait tous les bruits, ils sont passés. Et tout le monde rentre au stand, bien sûr. Matt Kenseth, Ward Burton et Sterling Marlin, les trois premiers. Ça fait plaisir de revoir Sterling Marlin, troisième, puisque s'il a mené longtemps le championnat l'année dernière, il est plutôt discret en ce début de saison, le numéro 40. 4 pneus pour Matt Kenseth qui repart. Jimmy Johnson qui a réalisé un bon arrêt, suivi par l'autre voiture de la Hendrick Motorsport, c'est la voiture numéro 25, celle de John Nemechek. Oui. Ces voitures ont récupéré la tête pour l'instant. Ben voilà une occasion de faire la course d'équipe, mais c'est pas l'équipe qu'on attendait, c'est l'Hendrick Motorsports. Ah, problème pour Robbie Gordon.
Ouais, mais Robbie Gordon qui a été justement impliqué. Je pensais qu'il avait évité la voiture de Michael Waltrip. On va voir ce qui s'est passé. Là, c'est Michael Waltrip justement qui rentre au stand. Ouh. Voilà. Eh oui, il a heurté un petit peu l'un de ses mécanos. Et on voit Dale Earnhardt Jr. derrière. Bon, voilà, les réparations habituelles. Ouh là là. Ça, c'est une image qu'on reverra parce que cette réparation-là, vous la verrez certainement jamais dans votre garage. En tout cas, on vous souhaite ne pas avoir ce genre de traitement pour votre voiture. Ou alors, si vous avez ça, vous ne payez pas. Le personnel n'est plus ce qu'il était, ma bonne dame. Oh oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer en tout cas. Et c'est le restart. 90e tour. On est quasiment à la mi-course et ça va devenir intéressant. Il y en a quelques-uns qui sont déjà hors course et non des moindres. Jimmy Johnson a repris la tête devant John Nemechek. Jeff Gordon n'est pas loin. Oui, il est cinquième. Il y a juste une voiture entre lui et ses coéquipiers. C'est maintenant la Hendrick Motorsports qui est aux avant-postes. Et vous voyez la voiture transfigurée pour cause de Mark Martin qui était l'une des victimes du crash tout à l'heure, qui est à un tour, même plus, la voiture numéro 6. Donc le vieux briscard de la Rush Racing ne fera pas d'étincelle aujourd'hui. Malheureusement pour lui. Pour l'instant, on peut dire... Oh là là, Tony Stewart qui vient de brosser le muret coincé entre une voiture. Oh là là, il y en a qui passent dans les stands parce qu'ils sont obligés. Oui. Donc voilà, ils passent dans les stands. Ils ne sont pas pénalisés. Parce que là, ils sont largement au-dessus de la vitesse autorisée. Oui, évidemment. Drapeau jaune immédiat, évidemment. Alors qu'on vient de donner le restart. Tout ça, c'est parti de cette voiture coincée. Tony Stewart, alors que Kurt Busch, ça ne s'améliore pas. Kurt Busch qui a encore des problèmes, Tony Stewart lui aussi. Attention parce qu'au moment où je commençais à parler, je voulais vous dire que quand on regarde le top 10, à part Ryan Newman et Ricky Craven, tous les pilotes présents dans le top 10 du classement provisoire général étaient encore là. Et en fait, au moment où je commence à dire ça, on se retrouve avec un problème entre Kurt Busch, entre autres, et Tony Stewart. Et regardez Kurt Busch qui vient littéralement coincer Tony Stewart, et Kurt Busch qui repart à l'intérieur. Évidemment, il y en a qui sont obligés de le suivre. Oui, et 3 voitures passent dans les stands. C'est une mauvaise période pour Tony Stewart. Hein. Il était content parce que les 5-6 premières courses, il disait pour une fois, je réussis mon début de saison. Et là, depuis 3 courses, c'est quand même beaucoup moins bien. 26e à Bristol. Oh là. 34e la semaine dernière au Texas. Et ça prend le même chemin aujourd'hui. Hein. Ça va être dur de faire un top 10 ou même un top 15. Hein. C'est dommage parce que dans cette histoire, on va le voir. Il y a Greg Biffle aussi qui a eu des petits problèmes. Hein. Les deux coéquipiers de la Rush Racing sont venus compiler Tony Stewart. Il a la 16 de Greg Biffle et la 97 de Kurt Busch. Depuis la voiture de Robbie Gordon. Et Robbie Gordon, regardez, il est obligé de suivre Kurt Busch pour ne pas partir au crash. Ils ont de la chance que cela arrivait juste à l'entrée de la ligne des stands. Greg Biffle qui va du coup en profiter pour réparer encore plus. Ouais. Tony Stewart, on vous le disait, Daytona et Talladega, ce ne sont pas forcément des circuits qui lui réussissent. Et voilà un pauvre pneu. Abandonné sur les routes de l'été, c'est triste. Ah, celui-là, il a subi une opération de chirurgie esthétique manquée. Voilà, bah celui-là, on pourra le mettre en souvenir. Ah oui. Talladega 2003. Il est un pneu fatigué. Peut-être la première, j'allais dire la première vraie contre-performance de Kurt Busch, mais non, il en a déjà fait 2 grosses. Kurt Busch, cette année, il y a plus en dents de scie que ça, tu meurs. Oui. Soit c'est le résultat top canon, soit c'est les profondeurs du classement. Et aujourd'hui, c'est, j'en ai bien peur, la deuxième solution pour lui qui se profile. Enfin, sa 9e place la semaine dernière au Texas, c'est quand même son 5e top 10 de la saison. Et puis on va vous rappeler juste après ces images de la perte du pneu de Kurt Busch. Monsieur, vous oubliez quelque chose. Oui, donc Kurt Busch qui, sur ce circuit de Talladega, quand même, lors des 2 dernières années, a quand même
réussi à finir à chaque fois troisième. Et on parle bien de la première venue à Talladega. Et lors de la dernière venue, donc en octobre dernier, il avait mené 35 tours avant de finir quatrième. S'il arrive à faire aussi bien aujourd'hui et que ses deux premières venues sur les 2 dernières années et la dernière venue en octobre, c'est qu'il est très fort. Voilà, c'est sûr, il aura des tours de retard parce qu'il a besoin de faire de grosses réparations. Kevin Harvick, lui, repart avec son numéro 29. Oui, quasiment intact, Kevin Harvick. Attention, je vous ai dit, il était deuxième temps aux essais. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire au moins qu'il a une voiture performante. Et puis il a déjà couru ce week-end, puisque c'était la deuxième édition de l'IROC, la Race of Champions, International Race of Champions, qui réunit les meilleurs pilotes de quelques catégories typiquement américaines, comme la NASCAR Winston Cup, la Busch Series, la Truck Series, mais aussi l'IndyCar, le Champ Car et puis le World of Outlaw, entre autres. Et donc c'était la deuxième édition et c'était la course de samedi. On ne vous donnera pas le résultat, on vous laissera le découvrir pour ceux qui suivent ce championnat. Le restart avec toujours Johnson, Nemechek et Warburton, le même trio avec leur vitesse respective instantanée. On va grimper jusqu'à 185 miles à l'heure, donc 300 km/h sur la ligne droite opposée. Dale Earnhardt Jr. ici à la poursuite. Oui, ça refait la santé. Ah oui, il vient de passer à l'extérieur son coéquipier Steve Park. Là, il dépasse Warburton. 94 tours, c'est la mi-course. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. S'il y a un drapeau rouge, Oui. le résultat sera donc définitif. Embarqué avec Dale Jarrett. Le voici, Dale Jarrett à côté de Warburton avec des nouvelles couleurs sur sa voiture. Toujours le même sponsor, mais nouveau logo, nouvelle couleur. Regardez, au 62e tour, il était très loin d'Dale Earnhardt Jr. Le voici maintenant 6e. Ça va beaucoup mieux pour celui qui reste quand même le grand favori de la course, même s'il ne bénéficiera plus de l'aide de Michael Waltrip, son compagnon de route préféré. Il lui reste quand même un coéquipier pour l'emmener à la victoire. C'est quasiment le langage qu'on utilise pour, encore une fois, des coureurs cyclistes qui emmènent leurs sprinters dans les derniers 100 mètres. Et là, ça pourrait être le cas pour Steve Park et Dale Earnhardt Jr. Mais il aura fort à faire, notamment avec Jimmy Johnson, Jeremy Mayfield, Warburton, qui semblent très forts eux aussi aujourd'hui. C'est ici quand même à Talladega que Dale Earnhardt Jr. a conduit pour la première fois une voiture NASCAR. C'est son père qui lui avait donné l'autorisation. Dale Earnhardt Senior, qui a quand même 14 victoires sur ce circuit. Qui dit mieux? Il lui avait dit, alors fiston, un seul conseil, reste en bas de la piste et ne lève pas l'accélérateur dans les virages, parce que tout le monde a tendance à lever un peu le pied. Et lui, il dit, il faut rester à fond, parce que c'est ça qui te plaque sur les 33 degrés. Si tu lèves le pied, c'est le crash. Et il faut avoir les guts, comme on dit, pour garder le pied droit à fond sur l'accélérateur dans les virages. Et Dale Earnhardt Jr. apparemment a bien compris la leçon, puisqu'il a gagné donc ici les 2 dernières courses sur les 2 dernières années. Oui, ce qui est incroyable, c'est que sur ses 6 premières venues ici à Talladega, il avait mené à chaque fois, pratiquement 5 fois sur 6. Pour un total d'environ 400 tours. Alors normalement, Jimmy Johnson et Jeff Gordon s'arrêteront respectivement au 122e et 130e tour. Oui. Ça, ce n'est pas le boulier Angéli, c'est le boulier de la NASCAR. Mais c'est vrai qu'on va essayer de suivre un petit peu les tactiques aussi en matière de mélange de carburant pour aujourd'hui. On vous l'avait dit, environ, on ravitaillera tous les 42-50 tours. Et on vous rappelle encore une fois que aujourd'hui, les voitures ont les réservoirs de carburant beaucoup moins gros que d'habitude. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça a vraiment joué pour non, parce qu'il y a eu des drapeaux jaunes à peu près à
Drapeau noir pour Oula. Steve Park, Pat. Ah Que oui, s'est-il regardez, passé regardez Steve Park. À Alors, ouais, l'intérieur, il les deux mord- roues dans la ligne jaune. Voilà, alors, Et il dépasse. il a le droit de mordre la ligne jaune s'il ne dépasse pas de voiture. Et là, il dépasse une voiture, donc drapeau noir, une pénalité dans les stands. Oui, Voilà, et on n'a pas le c'était droit. c'était pour le dépassement à l'intérieur de John Emechek, le numéro 25. Voilà, on n'a pas le droit de mettre les deux roues intérieures au-delà de cette ligne pour dépasser. Ah, il y a des gens qui auraient mérité la semaine dernière un drapeau noir parce que lorsque on se rappelle de la course du Texas de la semaine dernière, il y a eu bon nombre de problèmes et à la fois pour la course de Busch et à la fois pour la course de NASCAR avec des décisions douteuses de Mackelton. On en Oui. reparlera juste après parce que je crois qu'on va aller faire un petit tour du côté des stands pour savoir ce qui s'y passe. Alors que nous sommes avec Jeff Gordon et c'est d'ailleurs de Jeff Gordon que l'on parlera. Là pour l'instant nous sommes avec Jim Long, le chef mécano de Terry Labonte. Malgré beaucoup d'arrêts, Terry est tout de même en bonne position. Oui, la voiture est bonne, mais vu la manière dont se déroule la course, on peut passer de la première à la 30e place en un tour et vice versa. Donc on essaie de faire en sorte que la voiture garde de bons pneus. Malgré les débris et les drapeaux jaunes, on est très content de notre voiture aujourd'hui. On essaye juste de savoir sur quelle trajectoire se positionner, sur quelle ligne se positionner. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit Jim Long. C'est vrai que c'est toute une question de trajectoire. Il faut choisir la bonne file en fait. Hein. Oui. C'est comme au péage d'autoroute. Vous prenez toujours celle qui avance pas. Vous savez? Ah non, c'est la mienne qui avance pas parce que le type devant il a pas de monnaie ou alors il a laissé Ouais. tomber son portable. C'est pas vrai, j'aurais dû prendre la file de gauche. Oh attention, ça pousse fort là ici Ça entre, pousse fort. entre Rusty Wallace et puis Jeff Gordon. À moins que ce soit Kurt Busch. Non, c'est une Ford, donc c'est pas Rusty Wallace, ça c'est sûr. Pardon, autant pour moi, oui, c'est une voiture de la Roche Racing. C'était Greg Biffle. Ouais, c'est Greg Biffle. Et ça t'a touché, hein. Greg Biffle et Jeff Gordon, ça pourrait être un joli duo. On va laisser à Greg Biffle le temps cette année de s'adapter à la Winston Cup. Oui. Parce que c'est des voitures plus lourdes et plus puissantes que celles de la Busch Series qu'il pilotait la saison dernière. Mais quand on parle des trajectoires, bien sûr, il faut savoir trouver la bonne file, mais il y a aussi certains pilotes qui ont des trajectoires préférentielles. Hein. Il y en a qui préfèrent être à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, sur certains circuits, il n'y a pas 40 trajectoires, il n'y en a qu'une ou deux maximum. Ici, on en a quand même 2 et même 3 sur la ligne droite possible. Mais bien sûr, il faut faire attention à qui est devant. Alors, est-ce que l'on est bien positionné dans les fameuses files? C'est ça le problème, parce que lorsqu'on est embarqué dans une file et on se retrouve un petit peu en haut de la piste, si c'est une trajectoire que l'on n'aime pas du tout et on préfère rester en bas, comme par exemple vous l'avez signalé tout à l'heure Dale Earnhardt Jr., bien en effet on est obligé de faire avec. Ouais, tout à fait. Robbie Reiser est le chef d'écurie de Matt Kenseth. Et on va lui demander quelques petits renseignements. Alors Robbie, vous avez une course mouvementée aujourd'hui. Votre devant de voiture est rafistolé, votre pare-choc arrière est à moitié détaché, mais vous êtes en tête quand même. Incroyable. Je crois que tout le monde, oui, est dans le même état que nous. Les gars ont fait un bon travail de réparation. Je ne sais pas, je ne pensais pas qu'elle roulerait si bien. Est-ce que vous êtes inquiet des dégâts à l'arrière de la voiture? Si Junior continue de nous pousser aux fesses, on va perdre le pare-choc, c'est sûr. Hein. Il est en train de nous mettre des pièces dans tous les sens. Ah oui, le voici Dale Earnhardt Jr. Et on voit le pare-choc qui fait gling 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 sur la voiture de Matt Kenseth. C'est ce dont on parlait Robbie Reiser à l'instant. Matt Kenseth, on a l'impression qu'il est indestructible. Il n'y a que de la kryptonite pour le déstabiliser. Parce que regardez, il a des scotch devant, il a le pare-choc qui part en vrille et il est en tête d'une course. Matt Kenseth en tête du championnat en ce moment, on vous le rappelle. Kevin Harvick, 27 ans. On la connaît un petit peu mieux avec ces quelques informations, mais bon, on va essayer de voir comment il se débrouille aujourd'hui, hein, Kevin Harvick. Il aime les jeux vidéo et le golf, mais ce qu'il préfère, c'est mettre ses petits camarades de la NASCAR dans le muret. C'est son exercice préféré. Et surtout Jimmy McMurray. Regardez, Dale Earnhardt Jr. qui pousse, ça va, oui, oui. C'est ce que disait Robbie Reiser. Si Dale Earnhardt Jr. continue à nous pousser, on va perdre le pare-choc. Eh bien, Dale Earnhardt Jr. faudrait qu'il s'amuse pas trop à faire ça, parce que si Matt Kenseth perd son pare-choc, eh bien, ça peut lui occasionner des petits problèmes. Alors, il faut être honnête, Pat, il ne le fait pas forcément volontairement. Il y a aussi ce fameux essai, ce fameux
problème de push que l'on connaît lorsqu'on est dans le draft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le push dans le Alors draft? le push dans le draft, c'est quand même... faut quand même faire attention. Alors on développe. Le push en fait c'est l'effet qu'a la voiture lorsqu'elle est dans l'aspiration de la voiture qui la précède. Elle est attirée vers cette voiture. Donc il faut gérer l'accélération et surtout pas le frein évidemment. Sinon on perd l'aspiration et encore pire la voiture qui est derrière nous nous rentre dedans parce qu'elle aussi est victime du push. Vous voyez parce que le problème c'est que là toutes les voitures bénéficient et de l'aspiration et sont victimes du push. Donc, D'où le fameux push-push qui est célèbre en Chine. Donc là, c'est très compliqué avec ces courses à Talladega et à Daytona. Oui, mais on ne va pas en Chine en NASCAR, monsieur Angéli. C'est vrai. Bien que Toyota soit peut-être ait officialisé son arrivée Mais là, c'est le Japon. en Truck Series. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même asiatique. Ouais, c'est vrai. Alors, on va en reparler de ça. C'est vrai que ça fait parler beaucoup de gens dans la NASCAR, l'arrivée du moteur japonais. Oui, ça fait même grincer des dents. Parce que voilà, c'est un sport très américain. Donc si les Japonais s'en mêlent, comme dans tous les sports automobiles, ils sont très performants. Les Américains n'ont pas trop aimé ça. Oui, mais bon, au niveau économique, c'est quand même... C'est intéressant. Donc, les Japonais sont venus du côté de l'IndyCar pour envahir le marché américain en produisant des moteurs qui gagnent dans une série très connue aux États-Unis. Et bien sûr, quelle est la série qui a le plus de succès aux États-Unis? Bien, c'est celle que vous regardez actuellement sur les moteurs. C'est la série NASCAR, la Winston Cup. Alors bien sûr, la meilleure vitrine pour un moteur japonais ou une voiture japonaise qui gagne, eh bien, c'est ce championnat. Oui, il y a déjà eu un pilote japonais, Hideo Fukuyama, mais il vient qu'une fois de temps en temps. Et franchement, il fait de la figuration, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient se faire plaisir, quoi, qui vient courir chez les grands de la NASCAR américaine. Mais c'est pas vraiment un homme qu'on peut présenter comme un postulant à la victoire. Alors on a ouvert une porte tout à l'heure, Pat, et on la laisse ouverte avec Jeff Gordon justement, avec lequel nous sommes embarqués. Et la décision de Mike Elton, la double décision, et dans la Busch Series et dans la NASCAR Wilson Cup de la course du Texas de la semaine dernière, ça fait quand même 2 mauvaises décisions en un week-end, c'est beaucoup pour le président. Alors on va rappeler les faits et on va surtout parler que de la décision de la NASCAR Wilson Cup et celle qui concernait Jeff Gordon. La polémique était celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a eu un drapeau jaune. Quand il y a un drapeau jaune, on prend en compte l'ordre des voitures quand on passe la ligne d'arrivée. Or, Matt Kenseth était en tête, il a ralenti exprès avant la ligne d'arrivée pour permettre à des coéquipiers qui étaient retardataires, qui avaient des tours de retard, Jeff Burton, Kurt Busch, de repasser dans le tour. Seulement Jeff Gordon était deuxième et lui il voulait pas que ses voitures reviennent dans le tour parce que c'est des concurrents potentiels, on ne sait jamais pour la victoire. Donc il a dépassé Matt Kenseth et il a passé la ligne d'arrivée en tête, ce qui fait qu'officiellement il était premier, mais selon le gentleman agreement, c'est-à-dire que c'est une règle qui n'est pas officielle, on l'a déclassé et les officiels d'ailleurs se sont désistés. Ils ont dit on a pris une mauvaise décision parce qu'on n'aurait pas dû prendre celle-là. Ils ont recalé Jeff Gordon en deuxième position, ce qu'il n'aurait pas dû faire. On va revoir ce qui s'est passé à l'instant. Dale Earnhardt Jr. là, qui réussit à faire l'intérieur sur Matt Kenseth et prendre la tête. Et qui mène pour la première fois. Et à force de pousser, forcément, on passe devant. Voilà donc, ça y est, il est devant Dale Earnhardt Jr. On rappelle qu'il a démarré la course du fond de grille parce qu'il a un nouveau moteur. Il était dernier même. Oula, il y a un petit problème avec Mike Wallace. Gordon et Mike Wallace. Gordon qui fait l'extérieur, il a choisi une drôle de trajectoire. Il était obligé un peu parce que Mike Wallace fume. Alors, donc, résultat des courses. On s'aperçoit que on a fait une erreur, en tout cas j'ai fait une erreur la semaine dernière, j'ai crédité Jeff Gordon de bonne attention. Parce que lorsque je l'ai vu comme cela dépasser Matt Kenseth qui ralentissait, alors que l'on voit ici les leaders, John Johnson a mené 48 tours, Mayfield 19, Harvick 12, Waltrip 10 et Kenseth 7, et depuis donc 2 tours, c'est Earnhardt Jr. qui mène. Alors pour finir donc avec ce petit problème, parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit cette histoire, surtout que c'est Jeff Gordon qui parle de cela, et déjà qu'il n'avait pas une très bonne réputation par rapport au fair play, là il a un petit peu enfoncé le clou. Donc il a fait des déclarations. C'est vrai que lors de la course de la semaine dernière, pour ceux qui étaient sur les moteurs et qui l'ont vu, on avait dit Jeff Gordon ne pouvait pas faire autrement, Kenseth a freiné, Gordon ne pouvait pas savoir qu'il a freiné, donc il a été obligé de lui passer devant et en fait il s'est remis automatiquement derrière parce qu'il était un pilote fair play. En fait non, pas du tout. C'est Gordon qui a délibérément dépassé Matt Kenseth et en plus de ça, après il a fait des interviews et il a bien dit c'est pas parce que le gars qui est devant moi, il veut laisser passer ceux qui sont en retard, d'autant plus lorsque ce sont ses coéquipiers, que moi, je devrais les laisser passer aussi. Oui.
En Et fait, c'est ça, vrai. la polémique. Et c'est une chose qui s'est jamais vue en NASCAR, parce que, vous l'avez dit, c'est gentleman agreement. C'est comme ça, et c'est de fait depuis le début. Oui, c'est un peu comme il y a un joueur blessé au foot, on la met en touche et l'équipe Voilà. adverse. Mais c'est pas dans le règlement. Voilà, rend la balle. C'est pas dans le règlement, mais ça se fait, quoi. Et là, donc, ça pose un véritable problème, Pat, puisque c'est une première. Alors, est-ce que ça va faire jurisprudence? Ça, c'est la question. Regardez, en 52 courses, Bill Elliott est le pilote en activité à avoir mené le plus grand nombre de tours, 523. Mais regardez Dale Earnhardt Jr. en 6 participations seulement, il en est déjà à 317 tours menés ici à Talladega. C'est extraordinaire comme performance. Et Dale Earnhardt Jr., malgré ses problèmes, tout à l'heure on s'inquiétait, on a été voir Tony Eury, son chef d'écurie, il était dernier, à un moment il était tout seul, le pauvre, avec Steve Park à l'autre bout de l'ovale en train de cravacher. Et il est revenu et le voici en tête à 76 tours de l'arrivée. Il est plus que jamais favori. Il faut rappeler quand même qu'il a gagné la veille en Busch Series avec un peu de chance parce qu'il n'avait pas assez d'essence pour aller au bout, mais un drapeau jaune salvateur est venu ralentir toutes les voitures, donc il a pu conserver juste ce qu'il fallait de carburant pour aller au bout et gagner cette course en Busch Series. Il faut d'ailleurs signaler qu'il a gagné 2 courses sur 2 participations cette année en Busch Series. Dale Earnhardt Jr. super fort à Talladega. Qui va pouvoir le battre aujourd'hui, ce fameux numéro 8 avec sa voiture rouge? Pour finir ce petit dossier sur les tours de retard des pilotes qui sont à un tour du leader lorsque le drapeau jaune est agité et que ceux-ci peuvent revenir, c'est vrai qu'il faut comprendre. Alors, on a un petit peu critiqué ce numéro 24, Jeff Gordon, avec donc sa réaction de la semaine dernière, mais il y a aussi une chose qu'il faut bien dire, c'est que c'est vrai, on voit des fois des pilotes revenir comme des fous pour récupérer leur tour et que des fois cela peut être dangereux, bien sûr. Mais enfin, il faut toujours être objectif par rapport à ces déclarations et de Jeff Gordon et à ces situations donc de pilotes qui reviennent très vite et des fois sont la limite quand même du danger. Ouais, mais aujourd'hui je vais me faire l'avocat de Jeff Gordon. Moi je pense qu'il avait raison. C'est une course de voiture. Au tennis on ne donne pas de points aux autres. Si Jeff Gordon estime que les voitures qui sont en retard d'un tour ou de 2 tours sont des adversaires potentiels pour la fin de course, il veut les laisser à un tour et c'est tout à fait normal qu'il aille franchir la ligne en premier. Sur ce coup-là, je lui donne raison. Oui, mais d'un autre côté, on ne peut pas empêcher un pilote qui fait partie d'une écurie où il y a plusieurs voitures de vouloir laisser revenir ses coéquipiers. Et regardez comme il est acclamé, Jeff Gordon, quand même, il y a beaucoup de gens qui l'adorent ici dans l'Alabama. Il a repris la tête avec son numéro 24. Il est en tête. Jeff Gordon, triple vainqueur de ce championnat. Quadruple vainqueur du championnat. Bien quadruple sûr, vainqueur. vainqueur. J'avais oublié le titre d'il y a 2 ans. Ravitaillement sous drapeau vert, regardez, on voit ici Rusty, non pas Rusty Wallace, décidément ça fait 2 fois que je me trompe entre Rusty Wallace et puis Mark Martin et Sterling Marlin numéro 40 qui était juste devant lui alors que sur la piste Gordon est toujours en tête. Voilà Marlin qui s'arrête. Ouais, c'est un mauvais plan pour Sterling Marlin qui s'arrête sous drapeau vert. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de drapeau jaune. Il va falloir s'intéresser maintenant au moment où les voitures vont s'arrêter, car s'il n'y a pas de neutralisation, eh bien il va falloir faire des choix, messieurs. Oui. Gordon qui est en tête, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui cette semaine, parce que certains sont d'accord avec lui et d'autres ne le sont pas, comme d'habitude pour toute question de ce type-là lorsque l'on évoque le règlement. Et surtout, on l'a beaucoup écouté parce que sa position d'arrivée au Texas était la meilleure depuis le début de la saison, 3e. Cela lui a donné la plume. Voilà, ah d'accord, oui, c'est. Il se moque de moi, Pat, c'est pas possible. Non, pas du tout. Je rigolais de l'état de la voiture de Greg Biffle qui est de pire en pire depuis le début de la course. Je me suis dit, il va quand même pas rigoler de Jeff Gordon parce qu'ils sont nombreux les fans de Jeff Gordon. D'ailleurs, entre autres sur le site internet d'abmoteur.fr que vous pouvez les visiter. Bon nombre de fans de Jeff Gordon. Alors, c'est un peu comme aux États-Unis. Il y en a qui l'aiment et il y en a qui l'aiment pas. Comme tous les grands champions, hein, finalement. Ouais, et il y a des fans aussi de Mark Martin qui sont là. Enfin, on vous salue tous, hein, comme d'habitude. Merci d'être avec nous et d'être fidèles. Bah, le cas de Jeff Gordon, c'est un peu le cas d'une équipe ou d'un pilote ou d'un coureur dans n'importe quel sport qui gagne très souvent. Les gens qui gagnent très souvent, comme Schumacher, ça énerve ou alors ça suscite l'admiration. Bah, voilà, il y a les gens des deux camps. Et il faut dire qu'à peine plus de 31 ans, Jeff Gordon avait 4 titres à son palmarès. C'est exceptionnel et c'est unique dans la NASCAR. Il reste 64 tours. Il y a une voiture de la Hendrick Motorsports qui mène et il y a une voiture de la Hendrick Motorsports qui est dans les stands. C'est celle de Johnny Nemechek qui est dans les stands et qui repart. Jeff Gordon, lui,
On peut vous redonner un petit peu son classement général. Grâce à sa 3e place la semaine dernière au Texas, il a gagné 4 places. Et il est maintenant 6e à 226 points de Matt Kenseth. Voilà, et là il y a Tony Raines qui s'arrête avec sa voiture blanche. C'est dommage que Johnny Nemechek n'ait pas les mêmes couleurs, sinon ça aurait fait Johnny Nemechek en blanc. Bon, Elle est bien. C'était l'occasion de la placer. Elle est bien. On l'avait le temps. On l'avait pas encore faite en plus. C'est vrai, on l'a pas faite celle-là. Tiens, il faudra qu'on la note. Voilà. Et quand il n'a pas de place provisionnelle, on pourra dire que c'est un Johnny Nemechek sans provision aussi. Il y en a quelques-unes à faire. Ah mais très bien. Je note alors donc sans provision. On ne peut plus les faire celle-là. Si vous en avez d'autres, hein, toujours à bimoteur.fr, n'hésitez pas, elles seront les bienvenues. Si vous en avez des moins bonnes encore, ce qui est difficile. Oui, alors là c'est pas pour nous. Tony Stewart qui est juste devant son coéquipier qui est revenu, Bobby Labonte, le numéro 18. Et regardez, ils se prennent un tour. Hein. Un tour les deux voitures se prennent un tour, les deux voitures de la Joe Gibbs Racing. Incroyable. Mauvaise journée pour Tony Stewart, le champion. Ah non, ça va, parce que toutes les voitures rentrent dans les stands. Mais c'est vrai que Joe Gibbs, en fait, il a vraiment pas de chance hein, sur les circuits de Daytona et de Talladega, surtout pour Tony Stewart. Hein. Tony Stewart, d'ailleurs, il le déclarait dans ce petit sujet que vous avez pu suivre tout à l'heure. Il est vrai que lui, maintenant, ce qu'il veut gagner, c'est le Daytona 500. C'est la course mythique à gagner, c'est ce qui lui manque. Il s'en est rapproché cette année, parce que l'année dernière, il a fini dernier. Il a fait deux tours. Mais cette année, il a fait 7e. Donc, ça se rapproche. Ward Burton, lui, a déjà gagné cette fameuse course du Daytona 500. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est gagner d'autres courses. Attention, Dale Earnhardt Jr. repart en tête devant Jeff Gordon. Il y aura un arrêt supplémentaire, car il n'y a pas assez pour aller au bout. Hein, et là, ces fameux réservoirs. Vous avez peut-être entendu, mais c'est là où ça fait le plus de bruit, c'est lorsqu'il y a et Dale Earnhardt Jr. en tête avec Jeff Gordon. C'est un sacré duel. Il y a un brouhaha dans les tribunes, c'est impressionnant. Ah bah c'est les deux grandes stars. Hein. C'est les deux grandes stars avec Tony Stewart, les deux grandes stars de la NASCAR. Donc ça fait 3, c'est comme pour les mousquetaires. Voilà. En fait, il y en a toujours un de plus. Il y en a d'autres qui s'arrêtent maintenant. Ceux-là aussi devront observer un arrêt ultime. Voilà, Dale Earnhardt Jr., ça y est, il a mis le turbo. Ah mais c'est interdit le turbo. Ah oui, à mon avis, il y en a un dans son moteur quand même, parce que regardez, il est tout seul là. Normalement, ça se fait pas à Talladega, ça ne se fait pas, on n'y arrive pas. Non, d'ailleurs, on veut demander d'arrêter, ça se fait pas du tout, monsieur Earnhardt, c'est pas bien. Il est rapide, sa voiture va de mieux en mieux. Ouais. Eric Hirod disait d'ailleurs avant la course, dans une interview, il disait à Talladega, il faut rester en paquet si vous voulez aller vite, se placer, sauf si vous conduisez une voiture de la DEI, là vous pouvez aller tout seul, puisqu'elles sont tellement fortes sur ces super speedway que vous n'avez pas besoin des autres pour rouler vite tout seul. Ah, débris sur la piste, certainement drapeau jaune. En plus là, on est en plein dans la trajectoire. Hein. Alors attention. Ouais, c'est peut-être un plastique, non? Ouais, un plastique ou un morceau de pneu, on n'a pas pu bien voir. Mais il faut rappeler tout à l'heure quand même, Pat, il faut rappeler tout à l'heure, Dale Earnhardt Jr., il s'est arrêté 7 fois. C'est apparemment un débris de Greg Biffle. Ouais, c'était tous les trucs qui volaient tout à l'heure. Ouais, donc c'est en fait des morceaux de gaffeur de scotch très résistants. C'est plutôt ces mécanos qui ont fait des gaffes. Oui. Alors ça là aussi j'en ai entendu, gaffeur. Ah oui. Il s'est arrêté tout à l'heure 7 fois, Dale Earnhardt Jr. Ils ont pris beaucoup de temps pour réparer. Certes, ils n'avaient pas perdu de tour, mais en tout cas, la réparation a été méticuleuse. Et la réapparition de Dale Earnhardt Jr. s'en est suivie ensuite. Donc, ils ont pris leur temps chez DEI. Ils n'ont pas voulu brûler les étapes et faire une réparation à la va-vite. Et regardez, maintenant, ça paye. Ouais, c'est du bon travail. Vous avez vu dans les stats que depuis Buddy Baker en 75, Dale Earnhardt Jr. est le premier pilote à gagner 3 courses de suite. 3 pourquoi? Parce qu'il a gagné les 2 dernières de Winston Cup et celle de la Busch Series la veille de cette course. Ça fait 3, le compte est bon. Et Greg Biffle, qu'on suit ici en 11e position, qui est l'auteur de ces plastiques déposés sur la piste. Le pauvre, c'est involontaire. Il est très loin maintenant. Et les forces en présence, on va les résumer. Un 6, hein, c'est un 6 et Dale Earnhardt Jr., Jimmy Johnson, Ward Burton. Alors, de quoi s'occupe-t-on? Ça s'active dans les stands. C'est vrai qu'on approche de la fin de la course. Oui, il va encore y avoir au moins un ravitaillement pour tout le monde.
Ah, cette fois-ci, c'est peut-être un vrai débris. Ouais, et là, ça c'est plutôt métallique. Hein. Ça, c'est pas du scotch. Hein. Oui, oui, c'est métallique. Regardez, il y a même plusieurs débris. Voilà, il va y avoir un drapeau jaune. Ça faisait longtemps. Bon, et ben ça tombe pas bien parce que si Non, on s'arrête maintenant, on est obligé de s'arrêter encore. Donc on va peut-être rester sur la piste. Oui, mais attention, parce qu'il y a peut-être le mélange là qui va intervenir. On a donné tout à l'heure la fenêtre de ravitaillement entre 42 et 54 selon les... Oh, c'était plutôt 35-40 à Philippe, hein, avec, Ah oui. avec les petits réservoirs. Oui, c'est donc, vrai, les petits réservoirs. Bah oui, évidemment. donc là, franchement, c'est trop tôt pour s'arrêter. Il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais à mon avis, il faudrait qu'ils s'arrêtent de nouveau après. Hein. Bon, donc on s'arrête tout de suite Sur pour 56 tours. pour la plupart. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de drapeaux jaunes dans cette dernière partie de course, qui peut toujours arriver. Vous saviez qu'il y avait eu dans l'histoire de la NASCAR, vous savez qu'il y a quand même des fraudes notoires justement sur le carburant embarqué, où on avait retrouvé des voitures qui avaient plus de carburant qu'autorisé, qui avaient en fait des systèmes d'arrivée d'essence entre donc Oh, le les vilains. moteur et puis le réservoir. Il y avait carrément des tuyaux qui passaient dans toute la voiture, Oula qui faisaient des détours et ils embarquaient comme ça beaucoup plus de litres que prévu. Ah bah là, il est parti avec le bidon. Il a carrément embarqué le bidon Robbie Gordon. Oui. Le mécano n'a pas pu le lâcher, je pense qu'on va le revoir ça. Là nous sommes avec Matt Kenseth. En tout cas, Ah ça non, arrive. Dale Jarrett. Ah bah oui, il a changé ses couleurs décidément. De temps en temps, on voit le catch can man. Vous savez, c'est l'homme qui tient le petit bidon Oui. quand il y a C'est pour le surplus. de l'extra fuel, voilà, du surplus. Merci Philippe. De l'extra fuel, c'était un peu Jean-Claude Vandamien, du surplus d'essence. Et c'est souvent ce petit bidon qui reste accroché. Là, c'était carrément le gros, celui qui sert pour ravitailler. Oui, puisque le ravitaillement en carburant, vous l'avez dit, hein, et vous l'avez vu surtout, ne se fait pas de manière automatique, il se fait de manière manuelle. Donc forcément, il faut porter à bout de bras donc, les deux bidons de carburant qui font office donc, de ravitaillement. 6e drapeau jaune de la journée. Le temps pour les 160 000 spectateurs d'aller faire pipi et d'aller acheter quelques frites. Alors ici, s'ils vont tous faire pipi en même temps, c'est sûr que ça va faire un peu d'embouteillage sous les tribunes. Ils vont faire la course du coup. Et on repart. Oui, alors si vous venez nous rejoindre sur les moteurs, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire avant et que vous allez suivre avec nous donc ces 52 derniers tours. Nous sommes à Talladega, c'est le premier rendez-vous de la saison. On vient ici 2 fois l'an et le tenant du titre bien n'est autre que Dale Earnhardt Jr., le pilote de la DEI, Dale Earnhardt Jr. qui fait une grosse sensation après avoir démarré de la fonte grille pour avoir changé son moteur de qualification, puisque on doit toujours débuter la course avec son moteur de qualif. Lui a dû en changer, donc il est démarré en fond de grille. Et bien après un big one qui a été énorme dès le 4e tour, il est revenu au fur et à mesure des tours et maintenant eh bien, il est l'un des gros prétendants à la victoire, avec Jimmy Johnson qui s'en sort aussi très bien aujourd'hui. Ah oui, c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours. J'ai l'impression que même c'est lui qui va empocher les fameux 10 points de bonus alloués aux pilotes qui mènent le plus grand nombre de tours sur chaque course. Et on n'oublie pas évidemment Jeff Gordon qui actuellement est en tête. Voilà, non, il ne faut pas l'oublier, Jeff Gordon. Surtout que il y a eu en 7 courses 7 vainqueurs différents. Si c'est Jeff Gordon qui l'emporte, ça fera 8 sur 8. Si c'est Dale Earnhardt Jr., 8 sur 8. Ça montrera encore une fois à quel point le championnat va être disputé cette année. Il n'y a pas vraiment de pilote qui émerge comme un gros dominateur comme du temps de Dale Earnhardt. Oui, on risque de se retrouver encore cette année, et on le souhaite bien sûr pour l'intérêt sportif, avec un championnat à 17-18 vainqueurs. Hein. On vous rappelle qu'on fait 36 courses dans l'année en Winston Cup. C'est pas ce qui se fait de plus productif en matière de nombre de courses, hein, puisque dans l'historique de la NASCAR, il y a même eu des années où on faisait 56 courses. Non. Donc il y a même des courses qui se déroulaient 2 courses la même journée. Donc il fallait choisir sa course. Et pour être champion, c'était en gros à celui qui participait au plus grand nombre de courses. Embarqué avec Dale Earnhardt Jr. dans le top 5. Sweet Home Alabama. Oui, l'Alabama, nous y sommes. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde ce super speedway de Talladega, on se rappelle qui ne portait pas ce nom avant. Hein, à chaque fois, ils nous font le coup dans les génériques. À chaque fois, Sweet Home Alabama. On a toujours plusieurs versions chaque année.
Je crois que c'est la seule course qui se déroule en Alabama d'ailleurs. Oui, c'est Talladega. vrai. Depuis 1969, on vient ici, hein, depuis le 14 septembre pour être précis. Et le nom était l'Alabama Motor Speedway. Et il y a eu beaucoup de controverses hein, Oula. ici. Hein. 190 miles. On n'avait jamais vu ça depuis le début de la course. 306 km/h pour Jeff Gordon. Attention, hein, parce que s'il va aussi vite, ça veut dire que Jeff Gordon va être dur à battre. En tout cas, les Chevrolets sont bien. Hein. Entre Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr., on va peut-être connaître encore une fois, comme au tout début de saison, une domination chevrolesque. Et chevrolesque. Et vous voyez que quand on dit on vient ici depuis 1969, vous venez de citer la vitesse de 195 miles. Déjà en 1969, les voitures allaient à cette vitesse-là. Mais les pilotes se plaignaient que la piste était un peu raboteuse et qu'il y avait des risques d'éclatement de pneus. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu beaucoup de controverses ici à Talladega. Oui, le record en qualification, quand il n'y avait pas des restricteurs plates, c'était Bill Elliott qui l'avait fait avec 212 miles. Alors c'est pas dur, ça fait 340 km/h. Ça veut dire que c'est un sacré record. C'est énorme, c'est énorme. Donc très tôt ici, dès le début, on a été très vite. On a quelques interventions de spotters parfois que vous entendez. Alors évidemment, quand on les voit courir en paquet, on a l'impression que ça va pas vite. Hein. Mais vous avez vu que ça amuse pas la galerie quand même. Alors c'est assez rare de voir une image de NASCAR comme ça avec aussi peu de voitures. Je vous rappelle qu'il y en a 43 quand même sur la grille. Et là, il n'y a plus beaucoup de prétendants à la victoire. Attention, Greg Biffle fait encore des siennes après avoir perdu des pièces tout à l'heure. Là, il vient de prendre un petit peu bas sur la piste. Pourtant, il s'arrache. Hein. Il fait tout ce qu'il peut, Greg Biffle. Mais il a une voiture dans un état proche de l'Ohio et pourtant on est en Alabama. Et il a une roue de travers, j'ai l'impression. Pas de drapeau jaune en tout cas, il est sorti de la piste à temps. Voilà, elle était de travers celle-là. Ça frottait. Oui, il doit y avoir un problème hein, au niveau, non pas au niveau de la roue, mais au niveau de la suspension. Dale Earnhardt Jr. emmène tout le monde. Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Ward Burton, Sterling Marlin. La saison dernière, Dale Earnhardt Jr. avait eu besoin de Michael Waltrip qui l'avait quasiment protégé jusqu'à la fin des autres. Ils avaient fait la course en équipe. Cette année, Steve Park, je crois, est aux alentours de la 20e place. Pour l'instant, il est seul. Est-ce que ça va changer les choses ou est-ce qu'il est assez fort pour les gagner de seul? Parce que déjà, il porte la pancarte du gros favori. Rarement on a eu un pilote autant favori sur une épreuve. Hein. Alors effectivement, quand on va à Bristol, on suit toujours Rusty Wallace. Quand on va à Atlanta, on suit toujours Bobby Labonte parce que c'est des pilotes qui aiment bien ces circuits respectifs. Mais lui, il a vraiment la grosse pancarte. Hein. Il a gagné ces 2 dernières années, il a gagné la veille. Enfin bon, Earnhardt Junior ici, s'il ne gagne pas, c'est une déception. Donc déjà, au niveau de la pression, il a ce qu'il faut. Mais s'il a les gènes de papa, ça devrait bien se passer. Et regardez, il y en a qui s'arrêtent, qui prennent les devants parce qu'ils savent que de toute façon il faudra s'arrêter avant la fin. Donc autant s'arrêter à 30 tours de la fin. Comme ça, ils seront plus légers tout à l'heure. On ne sait jamais, ça peut jouer. Alors, des petites questions qui nous étaient parvenues avant le début de cette course. On parle beaucoup de receiver plates 4 fois l'an pour les 2 courses de Daytona et les 2 courses de Talladega. Qu'est-ce qui se passe au niveau des moteurs avec ces fameuses plaques de restriction alors qu'on est reparti hein, pour Jimmy Johnson? On n'a pas changé. Hein. Kevin Harvick, aucun pneu. On a juste ravitaillé en carburant, on a gardé les pneus. Ouh là, il va y avoir de la bagarre. Donc rapidement, les plaques de restriction, eh bien, on passe de 800 chevaux à pratiquement 420 chevaux, de manière à ce que les voitures restent en dessous de la barrière des 200 miles. Et on l'a vu, hein, c'est respecté avec les 196 miles tout à l'heure, qui était la plus forte vitesse enregistrée. 190, je crois.
Kevin Harvick donc, qui s'est arrêté en même temps que Jimmy Johnson. Parmi les leaders, c'était les deux seuls à prendre cette décision. Ils sont maintenant aux alentours de la 15e place. Un petit ralenti sur Kevin Harvick. Regardez, pas de pneus. Et voilà, on a fait très très vite. Et en fait, celui qui tient le bidon d'essence, eh bien, reçoit une tape sur l'épaule quand le chef d'écurie estime qu'il en a mis assez. Parce qu'on calcule juste, évidemment, pour aller jusqu'au bout. Alors, on prend un petit peu de risque, mais évidemment, moins on en met, moins on passe de temps dans les stands, vous comprenez bien. Donc, il reçoit une petite tape sur l'épaule. Enfin, quand je dis une petite tape, il reçoit un coup dans l'épaule. Et voilà. là, il faut qu'il arrête et la voiture repart. Et sinon, il n'en a pas assez mis, c'est pas dans l'épaule qu'il reçoit une petite tape. Ah oui, non, ça c'est sûr. 42 places de mieux par rapport à sa position sur la grille de départ. C'est Bon, on peut pas faire mieux. La plus forte progression pour Dale Earnhardt Jr. De toute façon, c'est simple, il est parti du fond jusque maintenant, il est en tête. Et on peut justement comparer quelques chiffres comme ça sur ce circuit de Talladega. On s'aperçoit que la moitié des courses ici disputées ont été gagnées depuis les 3 premières positions. Voiture donc présente sur la grille de départ. Attention, les autres s'arrêtent, Philippe, maintenant. Les autres leaders, Dale Earnhardt Jr. justement, Warburton, Elliott Sadler, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Elliott Sadler fait une super course. Elliott Sadler donc dans sa nouvelle écurie de Yates Racing, qui reste sur 2 résultats décevants et qui voudrait bien se rattraper aujourd'hui. Matt Kenseth, attention, c'est important. Matt Kenseth qui a pris des pneus, j'ai l'impression. Dale Earnhardt Jr., on n'a pas pris lui, on n'a pas changé en tout cas. Et attention, où vont-ils repartir? Et ils repartent devant. Ils repartent devant, la deuxième solution était donc la meilleure. Regardez, voici ceux qui se sont arrêtés tout à l'heure. Ils ont perdu un peu de temps. Alors avec le momentum qu'on appelle, avec leur élan, ils vont revenir. Oups, Ken Jarrett s'arrête. Il reste 27 tours maintenant à boucler. Donc 34 des 68 courses disputées ici à Talladega ont été gagnées depuis les 3 premières places sur la grille de départ. Et donc on va voir si Dale Earnhardt Jr. va encore réussir cette année à contrer ses statistiques. Et on pourrait peut-être aussi donner la statistique des victoires par constructeur. Et là, c'est impressionnant avec, par exemple, Chevrolet, la voiture de Dale Earnhardt Jr., puisqu'on s'aperçoit toujours à Talladega que Chevrolet a gagné 17 des 23 dernières courses. Oula, attention. Et surtout, les 8 dernières, consécutivement. Ouais, c'est dire la domination des Chevrolet. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Attention, Kenny Wallace en train de retarder un petit peu Dale Earnhardt Jr. qui est dans la mauvaise file. Attention, on est à 26 tours de l'arrivée, ça peut compter. On est quand même bien loin de la course de Talladega de 2001 où il n'y avait pas eu de drapeau jaune. Ouais, c'était assez rare, hein. On l'avait vécu ensemble sur un même moteur. Et Elliott Sadler est en tête, on en parlait tout à l'heure, Philippe. Oui. Voici la surprise de la journée. Elliott Sadler détaché, ce jeune homme très prometteur qui était donc transféré en lieu et place de Ricky Rudd en tant que coéquipier de Dale Jarrett chez Robert Yates. Des résultats un peu en dents de scie cette année, mais on attend beaucoup de cette voiture, le Candyman comme on le surnomme à cause de son sponsor. Elliott Sadler qui cède ici la première place mais qui reste dans le bon peloton. Jimmy Johnson repart en tête. Attention à la course d'équipe de Johnson et Jeff Gordon, ils sont 1 et 2 pour l'instant. Oui, on va faire non, attention. Ils sont 1 et 3 parce qu'il y a Thierry Labonte qui est intercalé numéro 5. Oui, mais ça va vite, les places changent très vite. Thierry Labonte qui avait gagné des victoires et surtout un championnat pour Rick Hendrick. On le revoit un petit peu aux avant-postes depuis 2-3 semaines, Philippe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Thierry Labonte, on le voyait absolument plus. Il fait un super début de saison. Il a eu une saison catastrophique pour lui. L'année dernière, puisque il y a 2 ans, ma mémoire me fait un peu défaut sur ce coup-là. Mais il n'avait pas réussi à mener un seul tour de toute la saison, ce qui avait été absolument
incroyable pour ce champion de la NASCAR Wilson Cup, où il avait justement récupéré un championnat pour Hendrick Motorsports, le propriétaire, et de Jimmy Johnson et de Jeff Gordon. 1 seconde 6 d'écart entre le premier et le 17e. Incroyable cette course en paquet, bien dans la tradition de Talladega. Et Dale Earnhardt Jr. est revenu en tête. Oh, il lui a pas fallu longtemps. Et c'est vrai que Terry Labonte, on le revoit, le numéro 5 ici, on le revoit depuis quelques semaines aux avant-postes, vu qu'il se faisait de plus en plus discret. Malheureusement, il n'a pas traduit ça par des bons résultats en course encore. C'est le dernier coup de rein qui lui manque, si j'ose dire. Parce que son meilleur résultat, c'est 16e pour l'instant sur les 7 premières courses. Jimmy Johnson, très connu aux États-Unis, c'est une star. Alors, il est un petit peu en fin de carrière quand même. Oui, mais il fait partie encore vraiment des gens qui sont écoutés, qui ont du poids, de plus en plus dans tous les sens du terme. Le sprint final de cette course de Talladega, sur les 188 tours, il en reste 16. Il va falloir se placer pour aller placer justement le dernier coup de rein. Vous l'aimez bien ce petit coup de rein. Ah oui, mais c'est vrai que c'est carrément ça ici. Il faut aller déloger maintenant Dale Earnhardt Jr., qui fait honneur à son statut de favori, qui aurait donné Dale Earnhardt Jr. vainqueur en début de course quand il a été pas impliqué, mais il a eu quelques dégâts dans le Big One, dans le gros crash du 4e tour, qui s'est arrêté 7 fois au stand consécutivement pour des réparations, et le voici maintenant en tête à 16 tours de la fin. Et le problème, c'est qu'il n'a pas Michael Waltrip pour venir l'aider, en tout cas pour bloquer ses poursuivants. Alors va-t-il pouvoir compter sur la voiture jaune numéro 1 de son coéquipier Steve Park? Là est la question. Pour l'instant, Steve Park est là. Est-il en position d'attente ou n'arrive-t-il pas à revenir dans les positions de tête? Ça, c'est la question. Je suis en train de le chercher, Steve Park, mais pour l'instant, il est dans les 10 premiers, j'ai l'impression. Et pour l'instant, je surveille plutôt les voitures Hendrick, c'est-à-dire la 24 de Jeff Gordon et la 48 de Jimmy Johnson, parce qu'elles ne se quittent pas. Elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Oui, attendez, vous oubliez Terry Labonte aussi. Ah oui, tout à fait, Terry Labonte, et tout à fait Philippe. Ça fait la 3e. Donc les 3 voitures de Rick Hendrick sont derrière, sont parties en chasse de Dale Earnhardt Jr. Bien vu. Oh, ça va être serré. Je me demande si on va encore avoir une photo finish à l'arrivée aujourd'hui. La position sur la piste. Voilà peut-être la clé pour ces 14 derniers tours. Pour l'instant, la meilleure position, c'est bien sûr celle du leader. C'est la palissade, certes, mais croyez-moi, pour Dale Earnhardt Jr., pour l'instant, tout va bien. Malgré les avaries qu'a connu sa voiture. Et puis on peut peut-être préciser que bon nombre de pilotes ne finiront pas cette course et marqueront peu de points. Et ça, c'est très important pour le classement général. Ce sont des pilotes comme Michael Waltrip qui a quand même mené ce classement général depuis le début de la saison. Ce sont des pilotes comme Ryan Newman, le dernier vainqueur en date. C'est très important aussi pour lui. Bon, Tony Stewart, il est là, mais enfin, il a connu des problèmes. Il marquera des points quand même. Ouais, il sera dans les 20-25e. Ricky Craven, lui aussi, l'un des premiers vainqueurs de cette saison, lui, a abandonné. Donc on risque d'avoir un top 10 au classement général qui sera chamboulé, quel que soit le vainqueur de ce jour. Alors, où est mon copain, semble dire Dale Earnhardt Jr. Je cherche mon copain. Je me demande s'il en a besoin. Il n'est pas là, Steve Park, pour l'instant. Non, il n'est pas là. Par contre, chez Hendrick Motorsports, ils sont tous là. Il y a une Gigi qui est venue de l'Italie. Et Giorgio, le fils maudit. Enfin, ils sont tous là. Jimmy Johnson a l'air fort quand même. Il a mené pas mal de temps aujourd'hui. Il a l'air très très fort, Jimmy Johnson. Rappelons qu'il avait réalisé les 2 pole positions la saison dernière, au printemps et en automne sur ce circuit. C'est dire la bonne attitude de sa voiture, mais aussi son aptitude à bien s'adapter à ce circuit très spécial qui est Talladega. Voilà, le chassé croisé continue.
Et il y a Ricky Craven qui est là. Ricky Craven qui pourrait devenir le premier pilote à 2 victoires cette saison avec sa victoire incroyable que vous avez vue tout à l'heure à Darlington. Alors, autant pour moi, j'ai complètement confondu Ricky Craven tout à l'heure que j'avais annoncé out. Il est là, Ricky Craven, évidemment. Ah oui, il est là et bien là, puisqu'il est dans les roues de Dale Earnhardt Jr., le numéro 32 de Ricky Craven, qui a bien du mérite, puisque lui, dans son écurie, il est tout seul. C'est son écurie PPI Motorsports. Et donc, il n'en a que d'autant plus de mérite. Ward Burton, le numéro 22, est bien aussi. Beaucoup de candidats à la victoire, j'ai l'impression. Et bien malin qui pourrait prédire l'arrivée pour l'instant. On va attaquer les 10 derniers tours. Jimmy Johnson, pour l'instant, en tête. Dale Earnhardt Jr. n'est pas loin. Dans le peloton, on retrouve Sterling Marlin. Et Jimmy Johnson est en train de faire sur la piste ce qu'il avait déclaré dans son interview, c'est-à-dire séparer les voitures de la DEI. Bon, il y en a une, c'est vrai, qui est hors course avec Michael Waltrip. Steve Park est loin, donc Dale Earnhardt Jr. est tout seul. Et là, Jimmy Johnson avait dit, là, si Dale Earnhardt Jr. est seul, on a une chance de pouvoir le battre. Oui, c'est un petit peu tout seul contre tous et tous contre lui. Matt Kenseth est encore là, et là c'est très important pour lui car il mène ce classement en général, on vous le rappelle. Alors, à une exception près, Philippe, quand même, c'est que il peut y avoir des gens sur la piste qui peuvent quand même créer la surprise. Non pas aider, mais ne pas trop embêter Dale Earnhardt Jr. Ce sont les pilotes de la Childress Racing, parce que traditionnellement la DEI et la RCR, donc Richard Childress Racing, sont amis parce que Dale Earnhardt Senior courait pour Richard Childress, et ce sont deux écuries qui collaborent tout au long de la saison. Ils ont des programmes en commun, ils travaillent ensemble, ils collaborent sur pas mal de points, donc oui, on peut penser que si par exemple Kevin Harvick, qui est dans les premiers, est aux côtés de Dale Earnhardt Jr., ils vont pas se chercher des noises tous les deux, donc ça c'est à prendre en compte aussi, ça peut arriver. Par exemple, aujourd'hui, la pole position de Jeremy Mayfield, elle a été effectuée avec un moteur de chez Penske. Donc vous voyez, il y a des choses qui se font comme ça, hein. Ward Burton en tête devant Matt Kenseth, tout rafistolé. Matt Kenseth est toujours deuxième. C'est hallucinant le talent de ce jeune homme, même pas 30 ans. Viens m'aider, semble dire Dale Earnhardt Jr. à Steve Park. Mais pour l'instant, pas de réponse. Dale Earnhardt Jr. est un petit peu englué pour l'instant. Il reste 8 tours, tout est encore possible. Mais c'est Jimmy Johnson qui pour l'instant est le mieux placé. Et puis n'oublions pas quand même, il y a Matt Kenseth qui est encore là. On ne sait jamais, il peut peut-être essayer de revenir. Oui, c'est ce que je disais, malgré sa voiture toute rafistolée, il ne faut pas oublier que Matt Kenseth, c'est la régularité faite homme. En 7 courses depuis le début de saison, il a fait 6 top 10. Ce qui vous prouve un petit peu la régularité au plus haut niveau, et c'est justement pour ça qu'il mène le championnat. Matt Kenseth avec son numéro 17. Et les 160 000 spectateurs retiennent leur souffle. Il y a les pros Dale Earnhardt Jr., il y a les pros Jeff Gordon. Il y a ceux qui apprécient le spectacle. Et regardez Steve Park. Steve Park, il est en train de perdre un tour. Et il ne faudrait pas qu'il vienne se mêler à la bagarre. Regardez ce qu'il fait, Steve Park. J'ai l'impression qu'il va venir se mêler à la bagarre. Steve Park a la voiture jaune à l'intérieur. On a déjà vu des cas où il y avait dans une course, dans les derniers tours, des pilotes qui étaient à un tour et qui ont aidé. Hein, oui, bien sûr. Et ça avait été le cas pour Dale Earnhardt Jr. et Michael Waltrip. Il est trop loin là, Steve Park il n'arrive pas à suivre. Oui. Donc ça se fera à la régulière. Et pour l'instant il y a 5 voitures qui se détachent. Jimmy Johnson, Ward Burton, Dale Earnhardt Jr., Ricky Craven et Matt Kenseth. Et il y en a un qui est un peu à la bourre, c'est Jeff Gordon. Ça c'est une surprise. Oui, Jeff Gordon qui tout à l'heure pourtant était en tête. Il est vrai qu'il aimerait bien pouvoir remporter ce rendez-vous, hein, puisque son sponsor principal est l'un des sponsors donc, de ce rendez-vous de Talladega. D'où l'intérêt de se montrer en tête pour Jeff Gordon. A-t-il grillé entre guillemets ses munitions? C'est peut-être pour simplement se montrer en tête pour faire plaisir à ses sponsors, ou
Ne peut-il pas revenir Oh là là, à la attention. régulière? Ouais, ça pousse entre Bernard Junior. Il continue avec, Ouais, avec Matt Kenseth, hein. Kenseth, c'est son copain préféré. Il a trouvé un pare-choc avec lequel s'amuser aujourd'hui. 6 tours de l'arrivée. On a vu que Michael Waltrip avec sa voiture aussi a rafistolé et c'est quelques tours de retard. Regardez l'arrivée, impuissant. Ouais, il a 10 tours de retard, Michael Waltrip. Oui. Et le grand perdant déjà d'aujourd'hui, on le sait, c'est Kurt Busch, hein. Il est deuxième au classement général. C'est de lui dont je voulais parler tout à l'heure et non pas de Ricky Craven. Il n'est plus là. Enfin, il n'est plus là parce qu'il a connu des problèmes aujourd'hui, suite donc à ses différents contacts. Il court encore hein, quand même. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il va perdre sa deuxième place, c'est pratiquement sûr, hein. Regarde Jimmy Johnson et Sterling Marlin qui sont côte à côte. Non, c'est pas Jimmy Johnson, c'est Jeff Gordon, justement, tout à fait à l'intérieur, à droite de votre écran. Jeff Gordon qui essaye de ramer pour revenir. Il reste 5 tours, il le sait. Donc il tient le bas de l'ovale et il essaye de se tenir là et de remonter tout le monde comme ça. 5 petits tours encore, attention. On a de cesse de voir des pilotes venir derrière, se positionner. Chacun peut-être essaye une tactique, Attention, voiture une retardataire. trajectoire. C'est Johnny Mechek, non? Voilà. Et Dale Earnhardt Jr. qui pousse Matt Kenseth. Matt Kenseth, on le voit tanguer de gauche à droite. Ah non, c'est Greg Biffle. Oh là là, il va y avoir de la bagarre. Jimmy Johnson et Matt Kenseth sont côte à côte pour l'instant. Mais en 5 tours à Talladega, il peut se passer 10 milliards de choses. Voilà, ça c'est Dale Earnhardt Jr. qui vient de faire un petit travers. Lui aussi a été poussé. Attention. Oh, attention, Dale Earnhardt Jr. qui passe la ligne jaune. Oui, mais et qui dépasse Matt Kenseth. il passe la Oh ligne là là, jaune. il va être pénalisé. Attention, peut-être qu'on va... Oh, il est passé en tête, mais il est passé dessous la ligne jaune. Regardez, écoutez la foule. Non, la foule applaudit parce qu'il est en tête, mais en toute honnêteté, Pat, je pense qu'il avait déjà l'avant de sa voiture qui était devant, devant Matt Kenseth. Il ne sera pas pénalisé, Dale Earnhardt Jr. Ah ouais, mais alors là, attention, il va falloir voir le ralenti parce que tout à l'heure, il y a eu un drapeau noir avec Girinado. Bref, je ne sais plus si c'était Girinado, mais en tout cas, il était pénalisé parce que cette voiture avait dépassé sous drapeau noir. Et là, la foule est heureuse. Elle a trouvé son favori qui est en tête. Dale Earnhardt Jr., le fils de son père, les Earnhardt font leur loi ici, que ce soit le fils ou le père. Ils font leur loi ici. Dale Earnhardt Jr. lancé vers une nouvelle victoire. Elliott Sadler, Matt Kenseth, Jimmy Johnson n'ont pas dit leur dernier mot. Quoique Jimmy Johnson se fait en ce moment absorber par le trafic. Il doit être fou furieux, Jimmy Johnson. Oh, il va y avoir de la polémique dans l'air. On vous rappelle la règle, si on met les deux pneus en deçà de la ligne jaune que vous voyez à l'intérieur, c'est pas grave, sauf si on dépasse quelqu'un. Si vous doublez quelqu'un en mettant les pneus, si vous passez la ligne jaune, vous êtes pénalisé. Et pour l'instant, eh bien, aucun drapeau noir ne vient freiner la progression de Dale Earnhardt Jr. Donc les commissaires estiment qu'il n'était pas en train de doubler. Oui, décemment, mais, ça se joue à quelques centimètres. Hein. Décemment, il y a aussi le fait qu'il n'avait pas la place. Il était un petit peu plus... Ça pousse encore. Hein. Ça c'est Warburton et Matt Kenseth. Décidément, ils en veulent tous au pare-choc de Matt Kenseth. Et Matt Kenseth, pour le coup, est redescendu à la 5e place. Jimmy Johnson, Philippe, n'est plus que dans les 10-12e. Incroyable, en un tour, il a perdu 10 ou 12 places. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les stands. Et Dale Earnhardt Jr. va passer sous le drapeau blanc, alors que Jimmy Johnson part en travers. Incroyable, va-t-il y avoir un drapeau jaune? Ça, ce serait la fin de la course à ce moment-là. Jimmy Johnson, non, pas de drapeau jaune. Parce qu'il n'est pas sur la trajectoire, il n'a pas déposé de débris, il n'y a pas eu de contact avec un autre concurrent et encore moins avec le muret qui était bien loin. Attention, c'est le dernier tour, le drapeau blanc qui s'abat sur Dale Earnhardt Jr. Va-t-il pouvoir résister et à Kevin Harvick et à Elliott Sadler qui est revenu, on ne sait pas d'où. Et le grand perdant Jimmy Johnson qui finira peut-être 15 ou 20e alors qu'il était en passe de gagner tout à l'heure. Dale Earnhardt Jr., le grand favori, est en train de profiter de sa manœuvre de tout à l'heure pour remporter sa 4e course de suite ici à Talladega. 3e victoire peut-être en 3 ans en Winston Cup. Attention, c'est la chasse derrière. L'aspiration, est-ce qu'elle sera suffisante? Dale Earnhardt Jr. apparemment s'est mis à l'abri. Il a plus de ce qu'il faut au niveau de l'aspiration pour être à l'abri par rapport à ses poursuivants. Oui, c'est fait. Dale Earnhardt Jr. va gagner ce rendez-vous. Dale Earnhardt Jr. est le maître des lieux. Dale Earnhardt Jr. c'est le roi de Talladega. Ah oui, sans discussion possible. Enfin, il va y avoir une polémique tout à l'heure.
Ça c'est sûr de la part des autres équipes. On se congratule chez la DEI, la Dale Earnhardt Incorporated. Dale Earnhardt Jr. remporte pour la 3e année consécutive cette course de printemps de Talladega. C'est le maître des super speedway. Là où les ovales font plus de 2-3 km, c'est le maître absolu de la NASCAR. Et le public américain a trouvé son héros. Oui, 4 victoires de suite pour Earnhardt Jr. ici à Talladega. Ouais. C'est absolument 3 victoires en Winston Cup et plus celle de Abu Series hier. Tout à fait. Fantastique. C'est impressionnant pour Dale Earnhardt Jr. Alors 2e Kevin Harvick, 3e Elliott Sadler, 4e Ricky Craven, 5e Terry Labonte. Il faut savoir que Jimmy Johnson a fini 15e. Matt Kenseth lui sauve un top 10, il est 9e et Jimmy Johnson 15e. Alors on va revoir ce qui s'est passé, regardez. Il y a Matt Kenseth qui est à gauche. Dale Earnhardt Jr., vous l'avez vu, il est entouré. Est-ce que Dale Earnhardt Jr. double alors qu'il est en train de passer la ligne jaune? Non, il était déjà lancé, il allait passer, simplement il est obligé de se rabattre parce que les voitures sont redescendues au niveau du virage, au niveau des trajectoires. Alors il y en a qui vont dire que c'était pour éviter Matt Kenseth. Là c'est la poussette d'un pilote sur Jimmy Johnson. Je me demande si c'est pas Steve Park. Ça ce serait drôle. Mais en tout cas, il est resté dans le tour et il finit 15e, ce qui est finalement pas si mal. Oui. Mais bon, lui doit être très déçu, Jimmy Johnson, et à mon avis, il va y avoir de la polémique dans les stands. J'ai l'impression que vous avez raison, c'est Steve Park. Non, c'est Kenny Wallace. Kenny Wallace, pardon. Ouais, pardon, c'était une voiture jaune, mais je m'étais trompé. Bon, écoutez, on s'est trompé tous les deux, comme ça au moins, on fera pas de jaloux. Et voilà, voici le résultat de la course. Dale Earnhardt Jr. qui remporte devant Kevin Harvick. Elliott Sadler est 3e. Il est bien revenu, Sadler, tout comme Craven, 4e décidément. Craven est l'un des pilotes surprises de ce début de saison. Labonte lui aussi est bien. Terry de l'écurie Hendrick Motorsport. Et puis regardez les contre-performances de Kurt Busch qui finit quand même la course mais qui était à 2 tours. Et puis on peut noter aussi les mauvaises performances de Ryan Newman, entre autres, qui a provoqué ce big one aujourd'hui. C'est toujours une question de chance ici. Si vous êtes pris dans un gros crash, c'est pas bon. Rusty Wallace qui n'est pas reparti, Ricky Rudd et puis Jimmy Spencer qui est aussi l'un des pilotes surprenants de ce début de saison. Tout de suite on retrouve la Victory Lane avec le sponsor qui va avec. Si on l'a pas vu, c'est qu'on est vraiment aveugle. Alors on va écouter les uns et les autres, ça va être intéressant, surtout le vainqueur. Dale Earnhardt Jr. La saga Earnhardt continue à Talladega. Et il y a encore eu des dégâts aujourd'hui. C'est notre jeu de mots favori de l'année, donc ça fait 135 fois qu'on le place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a eu, sauf pour ce jeune homme qui s'est arrêté 7 fois au stand dans les 10 ou 15 premiers tours et qui remporte la course. Phénoménal. D'ailleurs, pour la petite histoire, aux États-Unis, on ne dit pas Talladega, on dit dégâts. Voilà. Alors, Dale, cette victoire compte beaucoup aujourd'hui pour vous. Grande part d'émotion avec ce qui vous est arrivé, en plus l'accident, vos arrêts au stand, la ligne jaune. Beaucoup d'émotion pour cette victoire. Oui, c'est vrai que la course a été extrêmement mouvementée. Mais 4 à la suite, c'est génial. C'est le record. Je suis sûr que mon père apprécierait de là où il est. Il faut vous parler de l'importance de cette victoire pour vous. Oui, je suis heureux tout simplement. Vu la tournure que prenait la course, je me disais qu'il fallait que je limite les dégâts pour prendre le plus de points possible. Mais j'ai saisi l'occasion de me positionner vers la tête et ensuite j'ai aidé Matt à conserver la première place. On a bien collaboré, mais il a laissé une ouverture énorme à l'entrée du 13e virage. Votre équipe n'a pas ménagé ses efforts pour remporter cette victoire. Oui, on s'est donné beaucoup de mal, mais je peux vous dire que ça a été une course très difficile. Vers la fin, votre regard était plus sur le pare-brise ou sur votre rétro? En fait, je faisais surtout attention à ce qui se passait sur les côtés pour éviter de me faire doubler bêtement. Maintenant, on peut profiter de l'appel d'air latéral. Mais c'était une course de dingue. Et oui, ils se sont aidés un peu entre Matt Kenseth quand même et Dale Earnhardt Jr. Matt Kenseth, il ne doit pas être très content. Et Tony Horry vient féliciter son poulain. C'est ce jeune homme qui ne se déplace pas sans ses gardes du corps tellement il est harcelé par les chasseurs d'autographes et est vraiment une grande star. Le digne fils de son père, c'est que c'est pas facile à porter comme nom. Earnhardt, quand vous vous baladez avec ça. Earnhardt qui avait gagné ici en 99, le père. Et Matt Kenseth garde sa place de leader parce qu'il a fini 9e. Par contre, Dale Earnhardt Jr. monte à la 2e place. C'est important. Kurt Busch lui perd sa 2e place justement. Et, il faut noter l'arrivée Tony Truant d'Elliott Sadler qui gagne 10 places pour se poster justement dans les 10 premiers du général. C'est la plus forte progression Elliott Sadler.
Et Mathieu Lautrip, lui, a perdu 3 places. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur AB Moteur pour la 9e manche du championnat NASCAR Winston Cup. Ouais. On changera complètement de circuit. C'est vrai que ça fait quand même quelques semaines où on passe des petits au gros, des rapides aux difficiles. On ira à Martinsville. Ouais, tout petit ovale. Pour l'instant, c'est le suspense total. Il y a 8 vainqueurs différents en 8 courses. Suspense pour cette saison 2003 sur AB Moteur. Voilà, rendez-vous aussi sur abmoteur.fr pour vos commentaires et vos questions. D'ici là, passez une bonne semaine sur AB Moteur. Tony Eury heureux et Dalen Hart victorieux. Bye bye. Salut à tous.